Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Je dédie ce livre aux jeunes de 16 à 22 ans qui s'intéressent à comprendre le monde économique, social, politique et culturel dans lequel ils vivent, et à leurs professeurs d'histoire et de sciences sociales qui remplissent la tâche difficile de les accompagner dans cet apprentissage. Introduction générale. Je suis contraint de ne voir jamais ce qui m'intéresse que par les yeux des prêtres les plus conformistes, d'hommes dont l'Église a fait des saints. Seul m'est livrée la surface, le plus dur de la carapace idéologique qui justifie les actes que l'on avoue, et sous laquelle se dissimulent les actions que l'on cache. Dès lors, je ne suis pas tout à fait sûr de me déprendre du système idéologique qu'il me faudrait démystifier. Ce livre constitue le 3e volet d'une recherche plus vaste, dont le but est d'identifier et d'analyser les modèles culturels constitutifs de la culture de l'Europe occidentale, et de comprendre leur rapport avec les pratiques économiques, sociales et politiques de ces acteurs. Le premier et le second volet ont déjà fait l'objet de 2 ouvrages, consacrés à la cité grecque et à la Rome antique. Mon but est d'appliquer ici cette même approche théorique et méthodologique au modèle culturel chrétien de la France médiévale des XIe, XIIe et XIIIe siècles, à l'époque des premiers rois capétiens. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas les 2 ouvrages précédents, il m'a semblé important, avant d'entrer en matière, de faire d'abord 2 remarques relatives à la démarche que je compte mettre en œuvre dans celui-ci, et de présenter ensuite, brièvement, la conception théorique sur laquelle repose mon analyse. I2 préalable. Ceci n'est pas un livre d'histoire, mais de sociologie de l'histoire. Je suis sociologue et non historien, et je prends donc les travaux de mes collègues historiens comme matière première de mes analyses. Cela a des conséquences importantes, que je résume ici très brièvement. Les démarches d'un historien et d'un sociologue sont très différentes. Le premier veut surtout établir la vérité des faits, alors que le second veut comprendre la relation de causalité entre ces faits et les logiques d'action des acteurs. L'historien se méfie des théories, alors que ce sont précisément celles-ci que le sociologue cherche à élaborer et utiliser pour guider son travail d'observation et comprendre la réalité. Ils ont cependant en commun d'être tous les 2 chercheurs en sciences sociales, et dès lors, d'avoir à prendre leur distance par rapport à la culture, la leur et celle des acteurs, ce qui est particulièrement difficile quand ces derniers ont vécu en d'autres lieux et en d'autres temps. En effet, toute compréhension du passé est une interprétation où le poids du présent est énorme. Les sociologues et les historiens sont à plaindre parce que, quand ils ont à déchiffrer les motivations des conduites humaines, ils sont en présence d'un texte doublement brouillé. La solution que les acteurs ont choisie ne coïncide jamais avec la rationalité qu'ont le chercheur pourrait lui supposer et le poids de leurs différentes motivations semble modifié par les contraintes de la solution. B. Ma recherche se limite à l'Europe occidentale, et par conséquent les analyses proposées dans ce livre ne sont pas généralisables. Même si le lecteur trouvera bien ici une théorie sociologique de l'histoire, qui est peut-être applicable à d'autres collectivités humaines, il devra toujours se rappeler qu'elle n'est encore qu'une proposition, car elle ne repose que sur un nombre limité d'observations empiriques. Beaucoup d'autres sociétés ont ressemblé ou ressemblent aux sociétés européennes, mais je n'ai ni l'intention, ni surtout l'énorme érudition qu'il me faudrait pour les comparer. Mises bout à bout, ces 2 remarques indiquent clairement au lecteur que l'analyse proposée ici n'est qu'une étape dans un long et lent processus, la passionnante élaboration d'une théorie sociologique de l'histoire des sociétés humaines. 2 propositions pour une théorie sociologique de l'histoire. Tous les sociologues ont leur conception du monde, fondée sur leur expérience personnelle, sur des années d'observation, de recherche, de lecture et de réflexion. Cette conception reste souvent implicite et je trouve que c'est dommage. Je vais donc tenter d'expliciter la mienne, en insistant bien sur le fait que ce ne sont que des propositions. Proposition 1. Les êtres humains, pris en un temps et un lieu donné, T1, sont confrontés à des conditions d'existence, CEXT1 spécifiques, objectives et subjectives, héritées de leur passé, auxquelles ils doivent s'adapter et sur lesquelles ils doivent agir pour survivre. Si les humains sont parvenus à s'adapter et à agir avec plus ou moins d'efficacité sur leur environnement, c'est parce qu'ils ont réussi à mettre en place, non pas un cercle,
mais une spirale vertueuse, dont les produits sont cumulatifs. Voici la logique de cette spirale. A. Pour survivre dans leur environnement, ils ont cherché, trouvé et accumulé des innovations, techniques, sociales et culturelles. B. Les collectivités qui ont adopté ces innovations ont survécu mieux que les autres et leur mode de vie a fini par s'imposer à toutes. Adaptation sélective. C. Leur créativité, transmise de génération en génération, a fini par engendrer des mutations génétiques, notamment dans le cerveau de leurs membres. D. Ces mutations génétiques ont rendu possible un lent développement de leur intelligence et de leur conscience. E. Plus grandissait leur intelligence, plus ils devenaient capables de créer et d'accumuler des innovations techniques, sociales et culturelles. Entre les termes de cette spirale vertueuse, il existe une forme particulière de causalité que j'appelle causalité fonctionnelle réciproque. Chaque terme engendre dans le terme suivant les changements qui lui sont nécessaires pour continuer lui-même à produire ses effets. Cependant, pour que la spirale devienne vertueuse, accumule ses effets, il faut bien qu'elle commence à tourner à un moment donné. Il reste donc à savoir quand et pourquoi les humains ont atteint un niveau suffisant d'intelligence pour ne plus reproduire instinctivement les mêmes solutions à chaque génération, mais en inventer de nouvelles, dans un processus d'accumulation créative qui ne cesse de s'accélérer. Proposition 2. Les humains affrontent plus efficacement leurs conditions d'existence en agissant collectivement plutôt qu'isolément. Cependant, leur organisation en collectivité leur pose quelques problèmes vitaux de la vie commune, PVVC. Ces problèmes vitaux peuvent être énoncés par les 5 questions suivantes. A. Étant donné notre population, l'état de nos techniques et les ressources matérielles dont nous disposons, comment pouvons-nous, sans détruire notre environnement et épuiser ses ressources, produire assez de richesses pour satisfaire les besoins de consommation des membres actuels et futurs de notre collectivité? B. Comment devons-nous gérer nos relations avec les autres collectivités si nous voulons vivre en paix, éviter les guerres et ne pas perdre le contrôle de nos richesses dans nos échanges avec elles? C. Comment devons-nous gérer notre ordre politique interne si nous voulons que l'intérêt général de notre collectivité soit assuré, que chacun de nos membres sache ce qui est permis et interdit, et qu'il soit jugé et puni s'il transgresse nos coutumes ou nos lois? D. Comment devons-nous gérer les relations entre les divers groupes d'intérêts qui composent notre collectivité, afin qu'ils coexistent pacifiquement dans le respect d'un contrat social? E. Comment devons-nous socialiser nos membres, venus par naissance ou par immigration, de manière à ce qu'ils s'intègrent à notre collectivité, y trouvent leur place et disposent des ressources dont ils ont besoin pour accomplir leurs rôles sociaux? Proposition 3. Pour résoudre ces problèmes vitaux, les membres d'une collectivité doivent coopérer entre eux, donc organiser leurs relations sociales, RS, dans les 5 champs relationnels qui correspondent à ces problèmes. Une relation sociale, en effet, est d'abord une coopération visant à acquérir des compétences ressources pour atteindre certaines finalités communes. Ces finalités sont ici la résolution des problèmes vitaux mentionnés ci-dessus. Les membres d'une collectivité organisent donc leur coopération dans ces 5 champs relationnels. A. Le champ de la gestion de la richesse. B. Le champ de la gestion des échanges externes. C. Le champ de la gestion de l'ordre politique interne. D. Le champ de la gestion du contrat social. Et E. Le champ de la gestion de la socialisation et de l'intégration sociale. C'est en cela, me semble-t-il, que consiste le grand avantage comparatif dont bénéficient les êtres humains. En coopérant entre eux pour résoudre ces problèmes vitaux, ils auraient provoqué les mutations génétiques de leur cerveau qui auraient rendu possible le plus grand développement de leur intelligence. Proposition 4. Une relation sociale ne se réduit cependant jamais à une coopération. Les acteurs pratiquent aussi d'autres formes d'échange qui engendrent des inégalités sociales. Ces autres formes d'échange sont la compétition, le conflit et la contradiction. À cause d'elles, les rétributions ne sont jamais entièrement proportionnelles aux contributions. Certaines catégories sociales, les dominants, sont mieux rétribuées que les autres, les dominés, parce qu'elles contrôlent mieux les ressources et les finalités des relations sociales. Ceux qui bénéficient de ces inégalités tendent à les conserver et si possible à les agrandir, tandis que ceux qui les subissent tendent à les réduire ou à les supprimer. Ici, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus le rapport de force entre ces 2 acteurs se déséquilibre,
plus ils tendent à s'engager dans des échanges compétitifs, conflictuels et contradictoires. Cette dynamique semble bien irrémédiable ou en tout cas fort difficile à réguler. Je ne vois pas, depuis que les humains sont devenus ce qu'ils sont, grâce à la spirale vertueuse dont question ci-dessus, qu'ils soient jamais parvenus à changer durablement la logique de ce cercle vicieux. Les dominants ne renoncent à leurs privilèges que quand ils y sont obligés pour l'une ou l'autre raison, en général par les actions que les dominés mènent contre eux, et ceux-ci ne se résignent ou ne renoncent au combat que quand eux aussi y sont contraints, en général par la violence de la domination sociale des premiers. Proposition 5. Il résulte de ce qui précède que les relations sociales, celles qui se déroulent dans les 5 champs relationnels dont il est question ici, comportent toujours une forme de domination sociale. La pratique des relations sociales, dans chacun de ces champs relationnels, engendre des acteurs dominants et des acteurs dominés, donc des formes spécifiques de domination sociale auxquelles je donne des noms différents afin de les distinguer clairement. A. La puissance pour la gestion des richesses. B. L'hégémonie pour la gestion des relations intercollectives. C. Le pouvoir pour la gestion de l'ordre politique interne. D. L'influence pour la gestion du contrat social. Et E. L'. Autorité pour la gestion de la socialisation et de l'intégration. Proposition 6. En socialisant les membres de la collectivité, la pratique de ces relations fait d'eux des acteurs qui s'engagent dans des logiques d'action individuelles et collectives, là. Dans leur lutte pour ou contre une forme de domination sociale, les acteurs peuvent agir en tant que sujets individuels, se débrouiller seuls, mais ils peuvent aussi construire des sujets collectifs, des mouvements sociaux, des groupes de pression, des forces politiques, etc. Pour agir ensemble, ils créent donc des formes de solidarité fondées sur des valeurs, des intérêts, des normes et ou des affects, et des formes d'échange fondées sur la coopération, le conflit, la concurrence et ou la contradiction, qui leur permettent d'être plus efficaces. Proposition 7. Pour légitimer leur logique d'action, les acteurs créent de la culture, CC, des modèles culturels, des idéologies et des utopies. L'épanouissement de leur intelligence a peu à peu développé la conscience des êtres humains. Ils sont devenus des êtres de sens. Ils ont acquis à la fois la capacité et le besoin de justifier leur conduite, donc les solutions qu'ils mettent en œuvre pour résoudre les problèmes vitaux de leur vie commune, et les formes de domination sociale qui en résultent. Les acteurs produisent ainsi des modèles culturels qui sont des ensembles de principes de sens, auxquels ils peuvent donner des interprétations idéologiques ou utopiques différentes, voire le point suivant. Je ne prétends évidemment pas que toutes les formes, infiniment variées, de la créativité culturelle déployée par les humains tirent leur sens de la nécessité de justifier ces solutions et ces formes de domination sociale. Je dis seulement que celles-ci doivent impérativement avoir du sens pour eux, qu'elles ne peuvent leur paraître ni absurdes, ni arbitraires, faute de quoi ils ne pourraient ni les exercer ni les supporter. Proposition 8. Par leur logique d'action et leur créativité culturelle, les acteurs agissent sur, reproduisent ou changent leurs conditions d'existence, qui passent de sexté 1 à sexté 2. L'histoire d'une collectivité quelconque est le produit de l'emprise, toujours limitée, que ces acteurs s'efforcent d'exercer sur leurs conditions d'existence pour les reproduire ou les changer. Elle est le résultat, toujours en partie imprévisible, des logiques d'action, logiques d'échange et logiques de solidarité, de ces acteurs individuels et collectifs. Résultant de ces millions d'actions individuelles et collectives, le changement social peut se produire selon plusieurs modalités. Évolution, la réforme, la révolte ou la révolution. Les 8 propositions théoriques présentées ci-dessus peuvent être articulées par la formule suivante. Sexté 1 flèche vers la droite PVVC flèche vers la droite RS flèche vers la droite LA flèche vers la droite CC flèche vers la droite sexté 2. En clair, pour résoudre les problèmes vitaux de la vie commune, PVVC, que lui posent ses conditions d'existence dans son milieu naturel et social, à un moment donné de son histoire, sexté 1, toute collectivité humaine organise les relations sociales entre ses membres, RS. La pratique de ces relations fait d'eux des acteurs qui s'engagent dans des logiques d'action individuelles ou collectives, là. Pour donner du sens à orienter, justifier ces logiques d'action, ils créent de la culture, CC. Ces logiques, culturellement légitimées, leur permettent de reproduire ou changer leurs conditions d'existence, sexté 2. Dans la formule ci-dessus, les flèches vers la droite sont très importantes.
Il convient de bien préciser et de toujours se rappeler le type de causalité fonctionnelle réciproque qu'elles indiquent. Elle ne signifie donc pas cause, mais bien permet de comprendre les raisons d'eux. Afin de préciser encore le langage, une distinction importante doit encore être faite. J'utilise le mot pratique. P. 3. Qu'est-ce qu'un modèle culturel ? Revenons, pour l'approfondir, à la proposition 7, car c'est la question centrale abordée dans ce livre. L'être humain n'est bien sûr pas le seul animal social, mais de toutes les espèces qui le sont, il est certainement celui qui gère les problèmes vitaux de sa vie commune, davantage avec son intelligence qu'avec son instinct. Il est donc aussi un animal de sens. La fourmi ou l'abeille, pour autant que je sache, n'a pas besoin que ses congénères lui disent pourquoi il faut qu'elle remplisse tel rôle plutôt que tel autre, de telle manière plutôt que de telle autre. Elle sait d'instinct ce qu'elle doit faire et comment. Et si un changement inattendu des conditions d'existence de la fourmilière ou de la ruche l'obligeait à changer de rôle, elle le ferait sans qu'il soit besoin de lui donner des raisons. L'humain est beaucoup plus compliqué, parce qu'il est bien plus intelligent et du coup, bien moins instinctif. Bien sûr, depuis l'enfance, sa socialisation lui enseigne ses rôles, machinalement, sans qu'il ait besoin de savoir ce qu'il fait. Mais les solutions qu'il met en œuvre pour résoudre les 5 problèmes vitaux de la vie commune ne peuvent pas lui paraître absurdes ou arbitraires. Elles doivent avoir un sens. Il a besoin qu'on lui fasse comprendre pourquoi, dans chacun des champs relationnels de la vie commune, il doit remplir telle ou telle fonction, se conduire de telle ou telle manière et non autrement. Il veut qu'on lui donne de bonnes raisons légitimes, qui aient un sens dans le double sens du terme, une orientation, voilà ce qu'il faut faire, et une signification, voilà pourquoi c'est ainsi. Si à bien y penser, ces solutions lui paraissaient absurdes ou arbitraires, il ne pourrait plus les pratiquer et il en chercherait d'autres. La socialisation d'une collectivité quelconque consiste précisément à enseigner à ses membres ce qu'ils doivent faire, dire, penser et ressentir, et notamment, à proposer un sens aux contraintes qu'il leur faudra subir. Or, les solutions qu'une collectivité met en œuvre pour résoudre ces problèmes vitaux ne peuvent pas trouver leur sens en elles-mêmes. Affirmer que telle pratique est légitime parce qu'elle est légitime serait tautologique, donc ne peut évidemment pas faire sens. Il faut donc que la collectivité puisse en attribuer le sens à une source indiscutable, celle qui à un moment donné de son histoire est considérée comme n'ayant de compte à rendre à aucune autre source jugée plus importante qu'elle. Elle n'a ici que 4 solutions. C'est légitime parce que Dieu ou les dieux l'ont voulu ainsi, source surnaturelle du sens, ou parce que c'est ainsi depuis toujours dans la nature, source naturelle, ou parce que le bien de la communauté l'exige, source sociale, ou enfin parce que c'est bon pour l'individu, source individuelle. Hélas! Si l'être humain est assez intelligent pour se poser des questions aussi difficiles, il ne l'est pas, ou pas encore assez pour y trouver des réponses convaincantes et définitives qui soient crédibles partout et toujours, donc universelles. Cependant, il ne peut pas se passer d'y chercher des réponses, même si elles sont contingentes, donc multiples et toujours provisoires. S'il n'en trouvait pas qui lui paraissent assez crédibles, le vide dans sa conscience lui causerait des angoisses pénibles à supporter. Ce préambule me permet de formuler une définition générale du concept de modèle culturel. C'est un ensemble de principes de sens qui, dans une collectivité humaine, à un moment et en un lieu donné, indique à ses membres ce qu'ils doivent considérer comme bon, beau, vrai et juste de faire, de dire, de penser et de ressentir pour résoudre les problèmes vitaux de leur vie commune, s'ils veulent mener une vie bonne, c'est-à-dire une vie légitime, conforme aux exigences des apostrophes. Une source indiscutable de sens, que celle-ci soit surnaturelle, naturelle, sociale et ou individuelle. On l'aura compris, le problème soulevé ici est celui du rapport entre ce qu'une collectivité croit, sa culture, et ce qu'elle fait, ses pratiques. Ce rapport est celui d'une causalité fonctionnelle réciproque. Si nous voulons comprendre pourquoi une collectivité humaine croit ce qu'elle croit, il faut d'abord comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle croit lui sert à donner du sens et de la légitimité à ce qu'elle fait. Je reviendrai sur cette question tout au long de cette recherche, puisque c'est son objet essentiel.
Cette définition générale appelle plusieurs commentaires et précisions. Un principe de sens est une croyance généralisée. Par exemple, la plupart des membres des sociétés de la première modernité croyaient au progrès. Ils étaient convaincus que le destin des humains est d'améliorer sans cesse leurs conditions matérielles d'existence, et que demain serait meilleur qu'hier, grâce à la maîtrise de la nature par la science, la technique et le travail. Bien entendu, ce principe n'est pas universel. Non seulement les autres sociétés du monde ne le connaissaient pas, mais même les sociétés européennes n'y croyaient pas avant l'avènement de la modernité. Cette croyance ne s'est généralisée que peu à peu avec celle-ci. Une fois que les gens les ont intériorisés durant leur socialisation, les principes de sens constitutifs d'un modèle culturel sont considérés comme évidents. Ils sont alors perçus comme des principes ultimes. Ils n'ont de compte à rendre à aucun autre principe plus important qu'eux. Pour ceux qui croient au progrès, une pratique est légitime si elle est utile à l'amélioration des conditions matérielles de vie. Personne ne se demande pourquoi il faut produire sans cesse plus de richesses matérielles, c'est évident, on n'arrête pas le progrès. De même, ceux qui avant la modernité croyaient en Dieu, celui des chrétiens ou un autre, ne se demandaient pas pourquoi il fallait lui obéir, à lui, donc à son Église, c'était évident, ce qui importait pour chacun c'était de sauver son âme, hors de l'Église point de salut. Ce sentiment d'évidence, qui met fin au questionnement, est exactement l'effet que produit chez les individus leur socialisation, régie par tel ou tel modèle culturel régnant. B. Les principes constitutifs des modèles culturels sont attribués à des sources de légitimité. Ces sources peuvent être externes ou internes à la conscience des individus. Les acteurs disposent de 3 et seulement 3 sources externes. Une source surnaturelle, ma conduite est légitime parce que j'obéis à la volonté de Dieu X. Une source sociale, parce qu'elle répond à une nécessité de la vie commune, et ou une source naturelle, parce qu'elle est conforme à une exigence de la nature. Mais ils disposent aussi d'une source interne, leur propre conscience, ma conduite est légitime parce que j'agis pour mon bien, je n'obéis qu'à ma conscience. En attribuant ainsi sa conduite à une ou plusieurs sources de sens, l'acteur la part d'une légitimité. Ce qu'il fait, dit, pense ou ressent lui paraît bon, beau, vrai et juste. Il mène donc une vie bonne puisqu'elle est conforme aux attentes de Dieu X, de la société, de la nature et ou de sa conscience. L'acteur attribue donc son action à des sources, au nom desquelles il agit, en se soumettant à leur volonté supposée. Comme l'écrivait très justement Georges Gusdorff, le moi, l'autre, le monde et Dieu, remplissent ce qu'il appelait les fonctions Dieu, c'est-à-dire permettent aux humains de donner à leur conduite un sens indiscutable, évident, ultime, supérieur à tout autre sens puisque divinisé. Au nom des principes auxquels ils adhèrent, les membres d'une collectivité auront tendance à ridiculiser, à mépriser, à condamner, à convertir et au pire à exterminer ceux qui en ont adopté d'autres. Et même s'ils peuvent parfois comprendre et même tolérer ceux qui ont d'autres croyances que les leurs, ils auront toujours du mal à leur donner raison, aussi longtemps qu'ils ne douteront pas eux-mêmes de leur vérité. C'est les principes de sens que ces sources de légitimité prodiguent aux acteurs, sont élevés par eux au rang de personnages sacrés, auxquels ils accordent une existence et une volonté propre. Ils leur témoignent un si grand respect qu'ils écrivent souvent leur nom avec des majuscules. Ces personnages peuvent être surnaturels, les dieux, les ancêtres, la chance, le destin, naturel, l'ordre cosmique, le soleil, les lois de la nature, sociaux, le progrès, la liberté, la justice, la patrie, les marchés, la révolution, le socialisme, la démocratie. Ou individuels, l'honneur, la dignité humaine, les droits de l'homme, le libre arbitre, le bonheur. Bien que ce soit les acteurs eux-mêmes qui créent ces personnages majuscules pour justifier leur conduite, ils ont toujours tendance à oublier que ces dieux ne sont que des produits de leur créativité, de leur besoin de sens, et ils leur obéissent comme s'ils existaient vraiment. Donc, c'est tout comme s'ils existaient vraiment puisque les acteurs y croient, s'y soumettent et agissent selon leur volonté supposée. C'est au nom de ces dieux que les humains font les plus grandes merveilles et commettent les pires atrocités. Ils leur sont nécessaires. Sans eux, ils ne sauraient trouver du sens à leur vie personnelle ou collective. Sans eux, il n'y aurait plus de formation possible de la conscience, plus de socialisation, et donc, la vie deviendrait absurde. C'est pourquoi les humains ne peuvent pas, ne doivent surtout pas, s'en passer, quel que soit l'usage qu'ils en font, à moins de sombrer dans l'angoisse. Ces personnages, auxquels les acteurs attribuent des paroles si précieuses, restent pourtant imperturbablement silencieux.
Pour un sociologue, ou n'importe quel autre scientifique, les dieux, qu'ils soient surnaturels, naturels, sociaux ou individuels, sont des inventions humaines. Ils n'ont jamais rien dit ni révélé aux humains quant au sens du monde dans lequel ils vivent, ni quant à ce qu'ils doivent faire pour mener une vie bonne. Dès lors, pour que leurs injonctions, leurs commandements soient néanmoins crédibles, la collectivité doit pouvoir s'appuyer sur une interprétation légitime de leur prétendue volonté. Cette interprétation ne peut leur être fournie que par certains de ses membres, reconnus comme ayant le droit de parler au nom de ces personnages. Appelons-les des exégètes. Ces exégètes peuvent être, selon les modèles culturels, des prêtres, des prophètes, des saints, des sages, des savants, des intellectuels, des leaders charismatiques, des chefs communautaires, des héros, des guerriers, des élus, etc. Ceux-ci traduisent les principes de sens du modèle culturel en valeurs, en normes, en affects, en intérêts, donc en injonctions normatives concrètes, rendues du même coup légitimes. Grâce à ces injonctions, chaque membre du collectif apprendra pendant sa socialisation ce qui est attendu de lui, là et alors, dans tous les champs relationnels auxquels il participera. Il saura ainsi ce qui doit être tenu pour vrai ou faux, bon ou mauvais, juste ou injuste, beau ou laid. C'est pourquoi on peut dire aussi, pour simplifier le propos, qu'un modèle culturel est une conception de la vie bonne. Bien entendu, les exégètes ne sont pas neutres, ils ne sont pas au-dessus de la mêlée, ils ont partie liée avec les acteurs, ils sont eux-mêmes des acteurs. Quand naît un nouveau modèle culturel, ou quand un ancien est réactualisé, les exégètes qui l'élaborent et le diffusent constituent une élite ascendante, candidate à exercer la puissance, l'hégémonie, le pouvoir, l'influence, l'autorité. Ils présentent généralement leurs idées sous la forme d'une nouvelle utopie. Ils proposent un modèle alternatif de vie bonne, qui exprime le besoin récurrent des humains de vivre dans un ordre social idéal, dépourvu de toute forme d'inégalité et de domination. Même s'ils savent bien que le monde idéal qu'ils projettent est inaccessible, ils ont besoin de se donner cet horizon, qui recule au fur et à mesure qu'ils s'en approchent, ne fût-ce que pour rêver d'un monde meilleur et donner du sens aux actions qu'ils entreprennent. Ce modèle culturel utopique entre toujours, plus ou moins, en opposition avec celui qui est déjà en place et qui a inspiré les solutions existantes aux problèmes vitaux de la vie commune. Dès lors, cette utopie se heurte inévitablement à l'hostilité des élites dirigeantes installées, qui n'ont aucun intérêt à changer l'organisation de la vie commune. Cependant, si les nouvelles solutions que les utopistes préconisent paraissent crédibles, aux élites ascendantes surtout mais aussi aux masses populaires, donc si elles tombent au bon moment et au bon endroit, leurs idées se diffuseront et elles prendront de l'ampleur. Alors, après une période plus ou moins longue d'évolution, de répression, de tentatives de réforme, d'émeutes ou et de révolution, les élites ascendantes finiront parfois par éliminer les élites installées et prendre le contrôle des différents champs relationnels. Ils s'efforceront alors de mettre en pratique leur utopie, ce qui implique qu'ils la traduiront en lois et en normes, par lesquelles ils justifieront les nouvelles solutions aux problèmes vitaux de la vie commune qu'ils prétendront pratiquer et imposer à l'ensemble de la population. Hélas, dès lors qu'ils parviendront à prendre le contrôle de la vie commune, leur belle utopie se transformera rapidement en idéologie, c'est-à-dire qu'elle leur servira alors à justifier la domination sociale que désormais ces nouveaux dirigeants exerceront et les inégalités dont ils seront maintenant les bénéficiaires. Pendant les périodes de transition du règne d'un modèle culturel à un autre, comme nous l'enseigne l'expérience, il est fréquent que certains acteurs, voulant accélérer le cours de l'histoire, chercheront à imposer leurs idées par la force, ce qui débouchera sur des régimes totalitaires plus ou moins tyranniques. En donnant du sens aux solutions des problèmes vitaux de la vie commune, les exégètes et les élites ascendantes légitiment du même coup les formes de domination sociale, la puissance, l'hégémonie, le pouvoir, l'influence et l'autorité, que les acteurs exercent ou qu'ils subissent. Comment les acteurs dominants peuvent-ils justifier l'emprise qu'ils exercent sur les acteurs dominés ? De qui et de quoi un acteur social peut-il légitimement se réclamer aux yeux des membres d'une collectivité, pour fonder son droit de commander aux autres, de les obliger à travailler, de gouverner, d'édicter des lois, des règles, des normes et de punir ceux qui les transgressent ? Il me semble que deux variables fondamentales interviennent ici, ses qualités personnelles et l'origine supposée de son droit de contrainte.
Ces qualités personnelles peuvent être considérées par la collectivité, soit comme innées, soit comme acquises, et son droit de contraindre peut être situé, soit en lui-même, soit en dehors de lui. En combinant ces deux variables et leurs modalités, nous obtenons le tableau ci-dessous, qui nous permet de distinguer, selon les sources culturelles du sens, la nature, la surnature, la société et l'individu, les fondements idéologiques de la domination sociale. Nous trouvons dans le tableau ci-dessus les 4 manières de fonder la légitimité de la domination, selon que le droit invoqué puise sa source dans la nature, la surnature, la société ou l'individu. Cependant, les acteurs dominants se réclament toujours des 4 sources à la fois. Prenons par exemple le cas de l'aristocrate romain. Il croit appartenir à une espèce supérieure d'humains, dotée de qualités personnelles utiles et méritantes. Il est reconnu et confirmé par les autres aristocrates et il est convaincu d'avoir été choisi par les dieux, avec lesquels il a un contact privilégié et qui le protègent. Tout cela est important pour fonder son droit de commander des armées, de gouverner, de s'approprier et de gérer les richesses, etc. Cependant, parmi ces 4 sources, il en privilégie une, la source naturelle. Il appartient par son lignage, donc par son sang, à une espèce supérieure d'humains. Bien sûr, si par la vie qu'il mène, il ne sait pas prouver qu'il est digne de ses ancêtres, s'il perd la reconnaissance de ses pairs ou s'il est abandonné par les dieux, son sang noble ne suffira plus à justifier la domination qu'il prétendra exercer. Néanmoins, il restera un aristocrate, déchu sans doute, honteux certes, mais noble tout de même. Je pense donc que le fondement principal sur lequel repose la domination sociale dans le modèle culturel aristocratique est le droit inné que chaque aristocrate possède en lui-même de l'exercer. Je pense aussi, mais cela reste à prouver, que l'on peut retrouver ce procédé de hiérarchisation des sources de la domination sociale dans d'autres modèles culturels. Ainsi, le clerc du Moyen-Âge privilégiera sa vocation divine, le mandat que Dieu lui a confié, mais il devra faire la preuve par sa conduite qu'il mérite ce choix divin et être reconnu par ses pairs. En outre, il sera convaincu par l'Église de la supériorité des clercs sur les laïcs. De même, le dirigeant moderne privilégiera son souci de la chose publique et l'utilité de sa contribution à la collectivité, mais il faudra que ses pairs reconnaissent son apport, et malgré son respect pour l'égalité, au moins formelle, il gardera dans sa conscience le sentiment d'appartenir à une espèce supérieure d'individus qui méritent bien les privilèges dont il bénéficie. Par contre, il n'attachera sans doute pas une grande importance au jugement que les dieux X portent sur sa conduite. Les principes de sens d'un modèle culturel forment un ensemble plutôt cohérent. Cette cohérence serait due à la complémentarité fonctionnelle qui s'établit entre les pratiques des acteurs dominants, ce qu'ils font, et leur culture, ce qu'ils disent, pensent, croient. L'adoption de telles solutions à tel problème vital de la vie commune entraîne l'adhésion à l'un ou l'autre principe de sens culturel. Prenons 2 exemples. À partir du moment où au 7e siècle, A.V. J.C., les philosophes de l'école milésienne cessèrent peu à peu de concevoir l'univers comme la création des dieux et commencèrent à le voir comme un ensemble d'astres entre lesquels agissent des forces de répulsion et d'attraction qui s'équilibrent. Ils se mirent aussi à concevoir l'ordre social de la même manière. La cité, comme les astres du ciel, fut conçue comme un ensemble de forces complémentaires et opposées, sur lesquelles il était possible d'agir pour Q'. Elles trouvent un équilibre leur permettant de coexister entre elles, et de se reproduire dans la durée. Beaucoup plus tard, quand les penseurs et les acteurs de la modernité conçurent le progrès, principe culturel, comme la maîtrise de la nature par le travail, la science et la technique, ils se donnèrent du même coup la légitimité dont ils avaient besoin pour justifier la manière dont ils traitaient les ressources qu'ils trouvaient dans la nature. Le droit de les transformer pour les mettre au service de l'amélioration constante de leurs conditions de vie matérielles. C'est ici qu'il convient de préciser la différence entre modèle culturel, utopie et l'idéologie. J'ai défini plus haut le modèle culturel comme un ensemble de principes qui servent à donner du sens aux pratiques de tous les acteurs, dominants ou dominés. Cependant, ces principes sont susceptibles de recevoir des interprétations différentes et opposées selon que ceux-ci sont des acteurs dominants ou des acteurs dominés, ou candidats à devenir dominants. Les dominants produisent des interprétations idéologiques, alors que les dominés, dans leur lutte contre la domination sociale, leur donnent plutôt des interprétations utopiques. Un exemple fera mieux comprendre cette distinction très importante. Le libéralisme,
en tant que régime économique, social et politique, repose sur un credo qui assure que la somme des intérêts individuels finira par faire l'intérêt général. Cette croyance, diffusée par des dizaines d'économistes dans le sillage d'Adam Smith, 1723-1790, était déjà présente comme une utopie avant les révolutions démocratiques et industrielles, et les forces révolutionnaires, le tiers-État mais aussi la bourgeoisie commerciale et industrielle, alors candidate à la domination économique, sociale et politique, qui défendait cette idée nouvelle, ont durement combattu les défenseurs de l'ancien régime, l'aristocratie et le clergé, notamment en France. Après la Révolution, la bourgeoisie commerciale et industrielle s'est emparée de cette utopie et en a fait une idéologie, au nom de laquelle elle a imposé ses intérêts particuliers, souvent en dépit de l'intérêt général, par les moyens que l'on sait. L'idéologie peut donc être définie comme l'interprétation d'un modèle culturel par un acteur dominant, qui cherche à justifier sa domination en faisant passer son intérêt particulier pour l'intérêt général. Cette interprétation comporte toujours une trahison du principe de sens culturel. L'acteur invoque des raisons légitimes selon le modèle culturel régnant. Par exemple, il prétend contribuer au progrès en créant des emplois, pour ne pas devoir avouer les raisons illégitimes selon le même modèle culturel, exploiter des travailleurs pour s'enrichir et dépenser son argent pour vivre dans le luxe. L'idéologie est donc à la fois une légitimation, puisqu'elle invoque les principes du modèle culturel régnant, et une mystification, puisqu'elle permet de cacher des raisons illégitimes derrière des raisons légitimes. C'est donc une traduction-trahison. On peut défendre l'idée que tout modèle culturel contient ainsi une traduction-trahison idéologique, imaginée par les acteurs dominants. Par exemple, celui de la modernité progressiste affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme du 24 août 1789. Mais le même article ajoute aussitôt que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ils seront donc égaux, mais il y aura des inégalités entre eux, selon qu'ils seront plus ou moins utiles, inutiles, ou même nuisibles. De même, le modèle culturel subjectiviste de la seconde modernité contient aussi une traduction-trahison idéologique, du même genre. Nous sommes tous également appelés à devenir sujets de nous-mêmes et acteurs de notre existence personnelle, mais la compétition va sélectionner les meilleurs, les gagnants, qui disposeront de plus de ressources que les autres, les losers, les ratés, pour réaliser cette aspiration hautement désirable pour tous. La modernité n'a cependant pas inventé ce genre de procédé. Ainsi, sous le règne du modèle culturel chrétien, les dirigeants de l'Église catholique avaient déjà imaginé, comme nous le verrons, au chapitre 8, un récit qui opérait la même trahison. Ils réactivèrent la théorie trifonctionnelle des trois ordres, ceux qui prient, ceux qui font la guerre et ceux qui travaillent, et ils lui fixèrent une hiérarchie que, bien entendu, ils attribuèrent à Dieu. Dès lors, ceux qui prient purent se croire investis légitimement du droit divin, de commander aux deux autres ordres, au nom de la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. En revanche, l'utopie est toujours la projection d'un monde idéal, une conception de la société où l'intérêt général serait concrètement réalisé dans la vie commune, donc traduit dans des institutions qui garantiraient le bien commun et qui satisferaient les intérêts et les projets de tous les groupes sociaux. Elle peut être définie comme un retour aux sources du modèle cultuel régnant, parfois aussi d'un modèle futur qui n'a jamais régné, ou au contraire d'un modèle culturel ancien dont la crédibilité s'est affaiblie. Dans sa défense contre la domination sociale dont il est victime, l'acteur dominé projette une société idéale, un horizon sans doute inaccessible mais hautement désirable. Par exemple, le progrès conçu, non pas comme une accumulation des profits pour quelques-uns, mais comme l'amélioration des conditions de vie de tous, comme une égalité de conditions sociales. Mais l'utopie peut aussi être portée, voire inventée, par une élite ascendante, qui se déclare solidaire des acteurs dominés, même si celle-ci ne cherche à les mobiliser que pour l'aider à déloger les acteurs dominants installés et prendre leur place, comme ce fut le plus souvent le cas dans les révolutions, par exemple, françaises, russes ou américaines. Il semble bien que les 4 sources de légitimité énoncées ci-dessus se retrouvent dans les récits que toute collectivité humaine tient sur elle-même, pour donner du sens à l'existence de ses membres, pris individuellement ou collectivement. Bien que ceci ne soit encore qu'une hypothèse et non une proposition,
Il me semble que les récits mythiques ou religieux abordent toujours ensemble ou séparément ces 4 questions essentielles. Celles des rapports de la collectivité avec le surnaturel, avec le social, avec le naturel et avec l'individuel. Ne sont-ce pas toujours ces 4 questions qui reviennent inlassablement dans les mythes, auxquelles les humains ne trouvent jamais de solution définitive et dont les réponses varient d'une collectivité à l'autre? On pourrait considérer alors que n'importe quel mythe est, ou appartient à, un modèle culturel et que celui-ci est aussi un récit qu'une collectivité donnée tient sur elle-même, une manière de dire à ses membres comment ils doivent se conduire dans leurs relations sociales, s'ils veulent résoudre les problèmes vitaux de leur vie commune en s'assurant les faveurs de Dieu X, de la société, de la nature et de leur conscience, bref, s'ils veulent avoir une vie jugée bonne, là où et quand ils la vivent. Il ne me paraît pas possible, au moins avec les informations limitées dont je dispose actuellement, de proposer une typologie des modèles culturels. Ils dépendent évidemment des conditions d'existence, infiniment variées, des collectivités humaines, des solutions qu'elles ont apportées aux problèmes vitaux de leur vie commune et des formes de contraintes sociales qu'elles ont pratiquées. Pourtant, il me semble évident qu'au cours de l'histoire d'une collectivité particulière, les 4 sources possibles de légitimité mentionnées ci-dessus ne revêtent pas la même importance. Même si ces 4 sources sont toujours présentes, il est clair que le modèle culturel régnant varie avec le temps dans toute société. Selon les époques, les acteurs de celle-ci puisent toujours le sens à une source principale, qui peut être surnaturelle, naturelle, sociale ou individuelle. Les exégètes de la source régnante, accent aigu interprètent alors les 3 autres sources du point de vue des principes de ce modèle régnant. Ainsi, je fais l'hypothèse, et j'insiste bien sur ce mot, que la culture de l'Europe occidentale comporterait plusieurs modèles culturels intimement mêlés mais distincts. Certaines époques de l'histoire européenne ont été clairement marquées par un modèle principal qui a régné sur les autres, les rejetant dans une ombre plus ou moins complète, mais sans jamais les faire disparaître, les redéfinissant pour les soumettre à ces principes de sens alors largement régnants. Si je me limite à l'histoire de l'Europe occidentale, il me semble que l'on peut y distinguer 5 modèles culturels qui ont régné successivement sur les consciences, mais avec de longues périodes de transition entre eux. Le modèle culturel de la cité grecque était civique. La vie bonne était régie par un principe central qui exigeait que chaque homme libre se préoccupe de la chose publique, c'est-à-dire soit un bon citoyen et un bon guerrier. La source privilégiée du sens était ici les exigences du monde social. Ce sont elles qui définissaient les croyances relatives aux autres mondes, surnaturels, naturels et individuels. Le modèle culturel de la Rome antique était aristocratique. La vie bonne était régie par un principe central qui exigeait que chaque pater familias soit attaché à son lignage, aux traditions de ses ancêtres, à son patrimoine, sa terre, sa richesse et aux vertus aristocratiques, son sang. La source privilégiée du sens était ici les exigences du monde naturel, le sang, la terre, comme le voulait la doctrine stoïcienne. Ce sont ces exigences qui définissaient les croyances relatives aux autres mondes. Le modèle culturel du royaume médiéval était chrétien. La vie bonne était régie par un principe central qui exigeait de chaque clerc et par extension, de chaque chrétien qu'il se préoccupe avant tout du salut de son âme. La source privilégiée du sens était ici les exigences du monde surnaturel. Ce sont elles qui définissaient les croyances relatives aux autres mondes. Le modèle culturel de la nation moderne était progressiste. La vie bonne était régie par un principe central qui exigeait que chacun soit un travailleur utile au progrès, c'est-à-dire à l'amélioration des conditions matérielles de vie de la collectivité par le travail, la science et la technique. La source privilégiée du sens était ici encore les exigences du monde social. Ce sont elles qui définissaient les croyances relatives aux autres mondes. Le modèle culturel de l'Europe des individus est subjectiviste. La vie bonne est régie par un principe central qui exige de chaque individu qu'il se préoccupe de son épanouissement individuel, qu'il soit sujet de lui-même et acteur de son existence personnelle. La source privilégiée du sens, ce sont ici les exigences du monde individuel. Ce sont elles qui définissent les croyances relatives aux autres mondes. On voit aussi que chaque modèle culturel privilégie une partie des membres de la collectivité, que les autres sont priés de prendre pour modèle et du même coup, propose une image utopique, inaccessible mais hautement désirable, de ce que doit être la vie bonne pour tout individu,
le citoyen libre et guerrier, le patricien aristocrate et tout aussi guerrier, le clerc chaste et saint, le travailleur utile et homme ordinaire, et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire européenne, l'individu sujet épanoui. Car les remarques précédentes débouchent sur une question méthodologique importante. Un modèle culturel ne se laisse pas appréhender comme tel, comme un récit explicite à l'état pur, il ne peut l'être qu'à travers les interprétations, les utopies ou les idéologies proposées par ses exégètes. Pour analyser un modèle culturel, quel qu'il soit, il faudrait donc examiner les conflits entre les acteurs aux époques de l'histoire où ils sont les plus virulents. C'est alors en effet que les acteurs sont contraints de s'expliquer, de se justifier, donc d'expliciter les références culturelles au nom desquelles ils parlent et agissent. Parmi ces conflits, il convient de distinguer ceux qui divisent les acteurs gestionnaires entre l'élite installée et l'élite ascendante, et les conflits qui opposent ces élites aux acteurs populaires. Les premiers sont des conflits diachroniques, ils opposent les représentants du passé à ceux de l'avenir. Les seconds sont des conflits synchroniques, ils opposent les acteurs du présent. 4 objets de ce livre et méthode de travail. 1. L'espace territorial choisi. Ce fut la question la plus difficile à trancher. J'ai d'abord voulu traiter de l'ensemble des régions qui allaient former le socle historique de la future Europe occidentale, l'héritage de Charlemagne. Je me suis noyé sous les innombrables informations, recueillies chez des historiens qui pourtant ne cessaient de me mettre en garde. Ces pays, même s'ils avaient tous au moins certains traits propres à la féodalité, n'avaient déjà alors pas la même histoire, pas les mêmes structures, pas les mêmes acteurs. Ils ne vivaient pas dans les mêmes conditions d'existence. En effet, à cette époque, il n'y avait aucune unité entre les multiples forces politiques qui gouvernaient les populations de l'Europe occidentale. Celles-ci étaient constituées d'une mosaïque de principautés, de duchés et de comtés, gouvernées par des familles aristocratiques qui rivalisaient entre elles pour agrandir le territoire qu'elles contrôlaient. Les familles les plus puissantes s'efforçaient de monter dans la hiérarchie de l'aristocratie, pour atteindre le statut que toutes considéraient comme le plus prestigieux, celui de roi ou d'empereur. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il valait mieux abandonner ce projet trop vaste et trop complexe, et qu'il serait préférable de me limiter à un seul pays. Il fallait donc faire un choix, et il m'a semblé pertinent de me limiter à l'espace territorial qui allait mettre plusieurs siècles à devenir une nation, la France. 2. La période choisie. La période que l'on appelle Moyen Âge est particulièrement longue. Les historiens la font commencer en 476 après la chute de l'Empire romain et se terminer avec les révolutions modernes. Elle a donc duré pendant environ 13 siècles. Ce qui importait pour mon projet, c'était de choisir une époque où le modèle culturel chrétien s'était clairement imposé à l'ensemble des acteurs, celle qui fut son heure de gloire, où son règne s'est affirmé et consolidé dans le régime social, économique et politique d'alors. Mais quand cette époque se situait-elle ? Était-ce entre le IVe et le Ve siècle, après que l'empereur Constantin, par l'édit de Milan en 313, ait reconnu la foi chrétienne comme religion, tolérée d'abord puis officielle de l'Empire romain ? Était-ce au 8e et 9e siècle, pendant les tentatives des Carolingiens de restaurer un empire désagrégé par les invasions dites barbares ? Ou était-ce entre le 11e et le 13e siècle, quand le régime féodal qui s'était imposé au Xe siècle était déjà en train de changer profondément, de commencer à régresser devant la montée des villes et le retour des royautés ? Le choix était difficile. J'ai finalement préféré la 3e période. Le cœur du Moyen-Âge est toujours situé dans les 3 siècles et demi qui vont de l'an 1000 à la peste noire, 1347 à 1352. L'essentiel est, pour la chrétienté latine, ce long équilibre du mode de production féodal dominé par l'idéologie chrétienne. Quand s'achève le rêve romain de l'an 1000, une rénovation est prête à venir à jour, celle de l'Occident tout entier. Sa brusque éclosion fait du XIe le siècle du vrai démarrage de la chrétienté occidentale. Outre la précieuse caution de Jacques Le Goff, j'avais encore 3 autres raisons de choisir cette période. La première était pratique. Les historiens proposent pour cette époque des travaux plus abondants et surtout plus assurés de leurs informations que pour les époques précédentes. La seconde était politique. C'est précisément à cette époque qu'ont commencé à se bâtir les futures nations qui, quelques siècles plus tard et jusqu'aujourd'hui, allaient former l'Europe occidentale.
Et la troisième, la plus importante, était méthodologique. Comme nous allons le voir en effet, après la dislocation de l'Empire carolingien et la mise en place, entre le IXe et le XIe siècle, du régime féodal, cette époque fut marquée par la lente reconstruction du pouvoir central des rois, avec l'aide des patriarcats urbains et de l'Église. Or, il me semble que c'est justement de ce conflit entre les rois et les aristocrates que l'Église catholique a su, intelligemment, tirer profit pour consolider son pouvoir spirituel et temporel, et pour imposer le modèle culturel chrétien à tous les acteurs en présence. Ce serait donc là, et alors que le modèle culturel chrétien se serait épanoui le plus pleinement. Dès lors, ce serait là qu'il pourrait être observé le plus clairement, parce que les dirigeants de l'Église se sont conduits alors comme une élite ascendante qui s'est heurtée à une élite installée, l'aristocratie féodale. L'Église cherche à mener l'État et les rois cherchent à diriger l'Église. Les évêques s'érigent en conseillers et en censeurs des souverains dans tous les domaines, s'efforçant de faire transformer en loi civile les canons des conciles, tandis que les rois, même devenus catholiques, nomment les évêques et président ces mêmes conciles. Par ailleurs, ces deux élites se sont heurtées aussi aux mouvements sociaux populaires, dans un conflit, qui les a notamment opposés aux mouvements hérétiques, dont les enjeux étaient à la fois sociaux et religieux. 3. La question de recherche. Ce que j'essaie de comprendre dans cette recherche, ce sont les raisons pour lesquelles l'Église catholique romaine est parvenue à surmonter tant d'obstacles, et a fini par imposer son modèle culturel et son idéologie à la plus grande partie des acteurs de la France médiévale vers le milieu du Moyen Âge. Non seulement l'Église n'a pas été détruite dans la tourmente qui a suivi la chute de l'Empire romain, ni plus tard, après la fin de l'Empire carolingien, ce qui logiquement aurait pu lui arriver dans un monde rendu à la sauvagerie et livré à la féodalité, mais elle est même parvenue à imposer son modèle culturel chrétien et son idéologie catholique, qui furent ainsi promis à un grand avenir. C'est son récit qui a donné du sens aux acteurs tout au long du Moyen Âge, jusqu'aux révolutions industrielles et démocratiques, et même bien au-delà. Comme le lecteur ne tardera pas à s'en rendre compte, pour traiter de cette question, il m'a fallu faire un long détour, toute la première partie de ce livre. Au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail de recherche, il m'a semblé de plus en plus clair que, pour comprendre comment l'Église s'est imposée, il fallait d'abord comprendre la logique des relations sociales entre les trois autres grands acteurs qui ont marqué cette période de l'histoire de la France: l'aristocratie féodale, le patriarcat urbain et la royauté. La survie et le succès de l'Église catholique ont beaucoup dépendu de la coopération, souvent conflictuelle, que ses dirigeants ont entretenue avec les rois, qui de leur côté cherchaient à récupérer les pouvoirs régaliens et à reconstruire une monarchie, contre la résistance des seigneurs féodaux, très attachés à leur autonomie et qui en tiraient de grands profits. L'Église et la monarchie française avaient besoin l'une de l'autre, comme nous allons le voir, et elles ont donc collaboré, malgré leurs divergences et leurs conflits, pour augmenter leurs chances de réussir toutes les deux. 4. Les questions posées aux historiens. Pour les motifs que je viens de préciser, j'ai donc cherché chez les historiens médiévistes les informations dont j'avais besoin pour traiter les deux questions suivantes. Comment les 11 premiers rois capétiens, duc Capet, 987 à 996 à Philippe le Bel, 1285 à 1314, sont-ils parvenus, en résolvant les 5 problèmes vitaux de la vie commune, à imposer leur volonté à l'aristocratie féodale et à consolider peu à peu leur régime monarchique sur un espace territorial de plus en plus grand qui va devenir le royaume de France? Ce sera l'objet de la première partie. Comment les premiers rois capétiens ont-ils construit la France? Cette partie comportera donc 5 chapitres consacrés aux 5 problèmes vitaux de la vie commune: les champs de la puissance, chapitre 1, de l'hégémonie, chapitre 2, du pouvoir, chapitre 3, de l'influence, chapitre 4, et de l'autorité, chapitre 5. La seconde partie aura pour objet comment les dirigeants de l'Église catholique, dans leur alliance conflictuelle avec les premiers rois capétiens, ont-ils réussi à imposer leur emprise sur l'ensemble de la société française. Cette partie comportera 3 chapitres consacrés à l'emprise de l'Église: sur les rois, les aristocrates et les patriarcats urbains, chapitre 6, sur les hérétiques cathares, chapitre 7, et sur le peuple en général, en transformant l'utopie contenue dans le modèle culturel chrétien en idéologie catholique, chapitre 8. Première partie.
Comment les premiers rois capétiens ont-ils construit la France? Rappel historique, de 500 à 1000. Comment les acteurs, situés sur le territoire de ce qu'on appelait alors la Francie occidentale, ont-ils réussi à faire passer celle-ci d'un royaume des Francs à un royaume de France? Ce simple changement de vocabulaire, apparemment anodin, suppose pourtant qu'ils soient parvenus à jeter les bases d'une unité territoriale, économique, politique, sociale et culturelle, qui n'existait pas au départ et qui allait peu à peu devenir une nation, la France, entourée d'autres, dont les acteurs cherchaient à faire exactement la même chose sur des territoires adjacents situés aux 4 points cardinaux. Comment sont-ils parvenus, dans cet espace constamment disputé par ses voisins, anglais surtout mais aussi allemands, et par des envahisseurs, vikings, magyars, arabes, à stabiliser plus ou moins durablement des frontières externes qui ne cessaient jamais d'être remises en question? Quelles solutions aux problèmes vitaux de la vie commune ces acteurs ont-ils mises en œuvre, par leurs relations entre eux, qui ont rendu possible cette lente évolution? Car bien sûr, pour réussir, ils ont dû produire beaucoup de richesses, défendre efficacement leurs frontières et faire la guerre, maintenir l'ordre interne, assurer la coexistence pacifique entre tous les groupes d'intérêts présents sur le territoire, et intégrer toute leur population à un projet commun de société. La plupart de ces acteurs n'étaient pas pleinement conscients que c'était cela qu'ils étaient en train de faire. Comme c'est le plus souvent le cas, chacun d'eux faisait l'histoire sans le savoir. Mais ensemble, ils la faisaient. Dans ce mouvement historique, les rois capétiens, qui au départ n'étaient que des seigneurs féodaux comme les autres et souvent moins puissants qu'eux, ont joué un rôle décisif. Bien sûr, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient affaire à des adversaires concurrents ennemis, plus ou moins coriaces, les seigneurs féodaux, grands, moyens et petits, qui défendaient l'ordre seigneurial, mais aussi à des partenaires plus ou moins fiables, tantôt loyaux, tantôt traîtres, parfois pacifiques, souvent conflictuels, les clercs, le patriarcat des villes, le peuple. C'est ce jeu subtil et complexe que nous devons essayer de comprendre. Une fois libérés de l'emprise des Romains, l'espace territorial de l'Europe occidentale, avec la Gaule en plein milieu, redevint un gigantesque champ de bataille livré aux appétits guerriers de qui était assez riche et assez fort pour imposer sa loi aux autres. Il en résulta une longue période de désordre politique, d'insécurité physique, de pauvreté économique et de misère sociale. Les Capétiens ne furent pas les premiers à essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Cette époque fut marquée par quelques faits importants qu'il convient de rappeler. 1. Les tentatives de reconstruction d'un nouvel empire. Ainsi, l'Occident avait été rendu à la sauvagerie. Au début du VIe siècle, le partage de l'Occident semble assuré entre les Anglo-Saxons, dans une Grande-Bretagne coupée de tout lien avec le continent, les Francs qui tiennent la Gaule, les Burgondes confinés en Savoie, les Wisigoths maîtres de l'Espagne, les Vandales installés en Afrique et les Ostrogoths qui dominent l'Italie. L'Europe occidentale n'était donc pas un espace vide, loin de là, celui-ci était déjà divisé entre des entités politiques qui rivalisaient entre elles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune de ces entités était gouvernée par des hommes dont le souci majeur était d'agrandir leur territoire, que ce soit pour éviter d'être envahis par leurs voisins, ou bien pour assouvir leurs propres appétits de pouvoir et de richesse. Chacun pour survivre parmi les autres mais aussi contre eux, devait être prêt à tout. S'allier, trahir, tuer, piller, détruire, s'approprier des terres et si possible, donner à son royaume la puissance et la dimension d'un empire. Mais de même que les Romains avaient admiré les Grecs, les barbares vainqueurs admirèrent les Romains vaincus. Et le souci majeur de leurs chefs militaires et politiques fut de reconstruire cet empire qu'ils avaient eux-mêmes taillé en pièces. Par exemple, l'un des plus puissants d'entre eux, Théodoric, 455 à 526, roi des Ostrogoths, prend le nom romain de Flavius et déclare que sa seule ambition est de faire de son royaume une copie de votre empire sans rival. La première tentative de reconstruire un pouvoir politique centralisé sur un territoire incluant la Gaule fut celle des Mérovingiens. Ils établirent un royaume franc en Gaule. Les Francs saliens avaient été installés par les Romains eux-mêmes au nord de la Gaule, entre le Rhin et l'Escaut, pour les aider à contenir les invasions. Childéric, 440-481, roi des Francs saliens et père de Clovis, était devenu lui aussi un général romain. Quand l'empire s'est effondré, comme bien d'autres peuples plus ou moins romanisés de cette époque, les Francs ont voulu prendre leur indépendance. Clovis, 466 à 511,
prit alors possession de Soissons en 486 avec la bénédiction de l'archevêque de Reims, Saint-Rémy. Il élargit ensuite son emprise vers le sud, la Loire, l'Aquitaine et vers l'est, remportant des victoires sur les Thuringiens et les Alamans. Après quoi, il se convertit au christianisme et fut baptisé à Reims entre 496 et 499, ce qui lui assura l'appui de l'Église catholique. Son coup de maître avait été de se convertir avec son peuple, non à l'arianisme comme les autres rois barbares mais au catholicisme. Il poursuivit son offensive, s'en prenant aux Visigoths et aux Ostrogoths, installés dans le sud de la Gaule et finit par se rendre maître d'un royaume qui s'étendait de la vallée du Rhin jusqu'aux Pyrénées, et dont il établit la capitale à Paris. À sa mort, son royaume, duquel il était propriétaire privé selon la loi salique, fut partagé entre ses 4 fils. Il en résulta des querelles familiales qui durèrent jusqu'à ce que l'un des 4, Clotaire Ier, 498 à 561, parvint à réunifier le pouvoir. Mais d'autres conflits entre les familles aristocratiques, d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, envenimèrent les relations entre l'aristocratie et les rois. La royauté s'affaiblit alors progressivement. On disait des rois qu'ils étaient devenus des rois fainéants parce qu'ils avaient délégué leur pouvoir à des maires de palais. Après presque 2 siècles de conflits, en 751, le maire de palais Pépin le Bref, 714 à 768, fut élu roi des Francs à Soissons avec la bénédiction du pape. Il déposa Childéric III, 714 à 755, le dernier roi fainéant mérovingien. Pépin n'était pas n'importe qui. Il était le fils du grand chef militaire Charles Martel, 690 à 741, qui avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732, les avait expulsés ensuite de Provence et avait rempli de facto la fonction de roi des Francs. En outre, Pépin le Bref était le père de Charlemagne, 742-748-814. Mais la seconde tentative fut celle des Carolingiens, descendants de Charles Martel. Ils reprirent le projet de Clovis, là où en 561, Clotaire Ier l'avait laissé, ses successeurs l'ayant négligé pendant les presque 2 siècles qu'ils avaient passés à se chamailler entre eux. Ce second essai avait déjà commencé avec Charles Martel, et s'était poursuivi avec Pépin le Bref. Celui-ci pacifia les marges de son territoire, en soumettant la Bavière et l'Aquitaine, et tenta d'introduire entre lui et les seigneurs locaux, les comtes, des liens régis par un contrat de vassalité. Il chassa aussi les Arabes du sud de la Gaule, en prenant Narbonne. Et surtout, il mena une campagne en Italie, à la demande du pape, pour le protéger contre la menace des Lombards. Sa victoire lui permit, en 754, d'offrir à l'Église de Rome son premier état pontifical. En échange de cette immense faveur, il reçut du pape l'onction sacrée qui le confirmait comme roi légitime des Francs par la grâce de Dieu. Cette alliance permit ensuite à son fils Charlemagne de réunifier la plus grande partie de l'Europe occidentale avec la bénédiction de l'Église. En Italie, Charlemagne s'empara de Pavie et lui aussi protégea le pape, toujours contre les Lombards. Il voulut également reprendre l'Espagne aux Arabes. Il échoua devant Saragosse mais garda le contrôle de la Gascogne, y compris de Barcelone et de Pampelune. Il mena des campagnes en Germanie, en Bavière, en Saxe et en Europe centrale, dans la vallée du Danube, contre les Avars, en Bohême contre les Slaves. Il défendit également la Normandie contre les raids des Normands. Il conquit ainsi un empire grand comme 2 fois la Gaule. Cet empire fut reconnu par ses voisins, par les roitelets d'Espagne ou de Grande-Bretagne aussi bien que par les empereurs de Byzance et les califes de Bagdad. En 800, le jour de la Noël, le pape Léon III l'avait sacré empereur de cet empire d'Occident qu'il était en train de reconstruire. Il fallut attendre 800 et Charlemagne pour qu'un chef barbare ose se faire empereur. Ce vaste empire, Charlemagne eut le souci de l'administrer et de le gouverner efficacement. Il édictait des ordonnances, les capitulaires, et il envoyait des administrateurs, les missi dominici pour gérer toutes les régions de son territoire. Au sommet, une assemblée générale réunissait autour du souverain chaque année à la fin de l'hiver les personnages importants de l'aristocratie ecclésiastique et laïque du royaume. La réunification de Charlemagne fut très éphémère. À sa mort en 814, son empire ne fut cependant pas partagé immédiatement. 2 de ses fils, Pépin et Charles, étant déjà morts, Louis dit le Pieux hérita de l'empire et le géra jusqu'en 840.
Il ne fut divisé qu'en 843 par le traité de Verdun entre les 3 petits-fils de Charlemagne, les fils de Louis le Pieux, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve. La grandiose construction carolingienne allait en outre, au cours du IXe siècle, se déliter rapidement sous les coups conjugués d'ennemis extérieurs, de nouveaux envahisseurs, les Vikings, les musulmans, les Magyars, et d'agents internes de désagrégation. Cet affaiblissement du pouvoir central provenait des conflits entre les rois, qui eurent besoin pour se protéger les uns des autres de compter sur l'aide de guerriers privés et de vassaux, qu'ils récompensaient en leur donnant des terres, les fiefs, d'où la mise en place de la féodalité, voire plus loin. Ainsi s'ébauchait la physionomie de l'Occident médiéval, l'atomisation en cellules repliées sur elles-mêmes entre des déserts, forêts, landes, friches. 2. Les invasions étrangères. C'est alors, au 8e, 9e et 10e siècle, quand les héritiers des Carolingiens étaient ainsi affaiblis par leur division, qu'ils durent faire face aux invasions des Vikings, des Magyars et des Sarrasins. Entre 899 et 955, les cavaliers magyars envahirent une partie de l'Allemagne et de la France du Nord. À peu près en même temps, commencèrent les razzias des Vikings qui se prolongèrent jusqu'au lendemain de l'an 1000. En outre, les musulmans, basés au nord de l'Afrique et en Espagne, bien qu'ils aient été arrêtés par Charles Martel en 752, faisaient des incursions sur les côtes du sud de l'Europe, s'installant même sur le continent en Italie du Sud et en Provence, vers 824 à 829. L'infériorité militaire de l'Europe occidentale ne lui permettait pas alors de résister à ces offensives. L'armement des envahisseurs était supérieur, des bateaux et des chevaux rapides, des épées solides et tranchantes. Ils pillaient les richesses, métaux précieux, bijoux, de l'aristocratie et de l'Église et ils emportaient aussi des esclaves. Cependant, peu à peu, les successeurs de ces pillards s'installèrent sur les terres qu'ils avaient envahies et s'intégrèrent au régime féodal. Dans leur esprit, la seigneurie rurale représentait la valeur suprême. Ils se substituèrent à l'aristocratie indigène et s'approprièrent à sa place les surplus du travail paysan. Les richesses qu'ils avaient pillées stimulèrent les échanges commerciaux. Ils distribuèrent autour d'eux une part de leur rapine. Les pays francs et anglo-saxons purent profiter du mouvement de déthésaurisation, qui vivifiait la circulation des métaux précieux. Ils revendaient aussi leurs esclaves, dont l'Église exigeait en principe l'affranchissement. Les esclaves constituèrent la principale matière de ce trafic. Les établissements monastiques, par piété, en rachetèrent beaucoup. Les autres furent vendus aux plus offrants. Aux rois et aux princes, ces envahisseurs firent parfois payer le prix de la paix. Ainsi, le royaume de Francie occidentale fut soumis à des contributions en deniers qui achetaient la paix normande. En 911, le roi des Francs Charles III le Simple signa la paix avec le chef normand Rollon et lui céda un territoire autour de Rouen qui deviendra plus tard le duché de Normandie. Fort heureusement, les grandes entreprises de pillage cessèrent après 1015. Les Sarrasins furent chassés de Provence par Guillaume, comte d'Avignon, et la Hongrie christianisée renonça à sa volonté de conquête. Lorsque les invasions prirent fin, ce fut bien parce que l'Occident avait enfin réussi à surmonter son infériorité militaire en construisant un réseau de forteresses, seule parade efficace, et en s'appropriant certaines techniques de ses agresseurs. Le château ou le pont fortifié, la chevalerie cuirassée et l'accoutumance à la guerre navale ont dégagé l'Europe chrétienne du péril. En obligeant les propriétaires de grands domaines à se replier sur la défense de leurs terres, ces invasions accentuèrent encore la désagrégation du pouvoir des princes et des rois, qui avait déjà commencé après 814 à la mort de Charlemagne, et plus encore après le traité de Verdun de 843. 3. La féodalité. La féodalité est un régime économique, politique, social et culturel qui a été mis en place en Europe occidentale, avec de nombreuses variantes selon les régions, déjà à partir de la seconde moitié du IXe siècle et au Xe surtout. On voit se dessiner dans le corps de l'Europe, pendant les décennies qui encadrent l'an 1000, les traits d'un nouvel aménagement des relations humaines, ce que les historiens ont coutume d'appeler la féodalité. Ce régime commença à se former dans la moitié septentrionale de la France, entre 980 et 1075, et il s'étendit rapidement vers l'Angleterre. Il ne toucha la Germanie, ce pays neuf, qu'avec un retard d'une centaine d'années. Ainsi,
Après au moins un siècle et demi de guerre, d'invasions, de pillages et de désordres politiques qui suivirent la fin de l'ère carolingienne, un nouveau régime social et politique s'était mis progressivement en place, celui de l'ordre seigneurial, celui des sires de château. Dominique Barthélemy estime que les années 980 à 1030 furent la phase décisive de la dislocation du royaume carolingien, déjà amorcée depuis 877 au profit des principautés. Voici maintenant que les comtes, grands et petits, perdent pied au profit des sires de château. La Francie occidentale est alors divisée en une douzaine de principautés et plusieurs centaines de châtellenies. Face aux ducs et aux comtes, comme face au roi lui-même dans sa zone d'influence, le domaine royal, on voit se manifester avec vigueur à partir de 1010 à 1030 la force des sires de château. Une telle mise en cause de l'équilibre politique est le fait central de l'histoire du XIe siècle. Ce régime comportait quelques traits spécifiques qu'il importe de mentionner brièvement ici, j'y reviendrai plus loin, parce qu'ils sont une partie de l'héritage auquel eurent affaire les acteurs des 3 siècles qui nous intéressent. Le trait qui me semble être le plus décisif concernait la gestion de l'ordre politique. La décomposition du régime carolingien avait d'abord eu pour conséquence une pulvérisation du pouvoir politique. Les empereurs, les rois, les princes, les ducs, les comtes ne parvenaient plus à exercer leur pouvoir sur les populations qui vivaient sur leur territoire, et ce, pour de nombreuses raisons. À cause des conflits entre eux, des invasions, de la corruption généralisée, des difficultés de communication, dues à la dégradation des routes et à l'insécurité. Une telle mutation des assises politiques et sociales s'ajustait sans conteste aux dispositions d'une économie agraire, dominée par une aristocratie dont les entreprises militaires avaient renforcé l'emprise. Comment s'est fait cet ajustement ? Chaque fois qu'à un niveau donné de la hiérarchie aristocratique, un noble était soumis à une menace de guerre, un risque d'invasion, une guerre de voisinage, une rivalité entre des candidats à la succession, il avait besoin pour se défendre ou pour attaquer, de l'aide des échelons inférieurs de la noblesse qui devaient lui fournir de l'argent et des troupes, notamment des chevaliers vaillants et chèrement équipés, les milices. Mais ces échelons inférieurs comprirent vite qu'ils pouvaient négocier leur aide. En échange, ils exigèrent et reçurent d'abord des terres et les droits liés à leur exploitation, des fiefs. Ensuite, ils obtinrent que ces fiefs devinssent héréditaires, donc ne puissent plus leur être repris sauf en utilisant la force. Si bien que les conditions d'existence d'alors les plaçant en position de force, les seigneurs locaux, vassaux de seigneurs ou d'autres vassaux dans la pyramide aristocratique, se sont peu à peu autonomisés des échelons supérieurs en reprenant les pouvoirs régaliens, percevoir des impôts, exercer la justice, lever une armée, battre monnaie, maintenir l'ordre interne. Dès lors, les grands ensembles territoriaux devinrent beaucoup plus difficiles à gouverner, ce qui ne faisait qu'entretenir le désordre et la violence. Cette pulvérisation avait commencé par le haut de la hiérarchie aristocratique. Elle avait touché d'abord les rois, puis les princes et s'était propagée vers le bas. La dispersion du pouvoir ne s'arrête que provisoirement au niveau du comté, elle va à son tour attaquer celui-ci. Le XIe siècle va être le temps de châtellenies indépendantes, comme le Xe avait été celui des principautés. À peine une génération plus tard, donc autour de l'an 1000 avec des variations selon les régions, le pays va se couvrir de petits châteaux construits par les vassaux des comtes. Le mouvement gagne après l'an 1000, l'ensemble du royaume, au gré des difficultés successorales qui ébranlent les dominations comtales et ducales. À la fin du Xe siècle et surtout au cours du XIe, c'est par centaines voire par milliers, que se multiplient les châteaux en bois construits sur des mottes, monticules artificiels de terre pouvant atteindre 10 ou 15 mètres de hauteur et protégés par un fossé. Ensuite, ils furent remplacés par des constructions en pierre. Pour essayer malgré tout de coordonner ces châtellenies dispersées, il fallait faire le chemin inverse, reconstruire des entités territoriales plus grandes et mieux unifiées. Pour cela, il fallait rétablir une hiérarchisation efficace de l'aristocratie, ce qui impliquait que soit instituée une manière de contraindre les échelons inférieurs à se soumettre aux échelons supérieurs. La manière qui leur apparut pertinente, et il semble bien que c'était la seule qu'il était, consista à réaffirmer l'importance des liens de vassalité, depuis longtemps en usage dans les maisons des grandes familles aristocratiques. Les niveaux supérieurs exigèrent de tous ceux qui exerçaient le pouvoir en leur nom qu'ils devinssent leurs vassaux, par un engagement personnel très strict de fidélité, qui devait durer jusqu'à la mort,
et qui les obligeait à n'entreprendre aucune action préjudiciable à leur patron. Un réseau de dévouements individuels se tissa de la sorte, qui doubla celui des obligations publiques. Cette relation de vassalité sera analysée plus loin, voir chapitre 1. Durant les siècles suivants, surtout dans le courant du XIIe, ce régime féodal connut des modifications qui l'ont peu à peu transformé à mesure que grandissait, en relation avec lui, l'économie artisanale et commerciale des villes. Les rois capétiens commencèrent à le combattre, déjà avec Hugues Capet, à partir de 987, mais il leur faudra beaucoup de temps pour parvenir à leur fin. En effet, ce n'est qu'après un siècle et demi d'autonomie, de coexistence avec la principauté et le royaume, que la seigneurie châtelaine perdra son autonomie. C'est surtout vers 1181-1200, sous le règne de Philippe Auguste, que le système politique se recompose, au profit des maîtres de ville en plein essor et au moyen d'un concept hiérarchique de la féodalité. La France passe alors, durant le XIIe siècle, de la féodalité seigneuriale à la féodalité monarchique. C'est alors que la mutation s'accélère. La chrétienté médiévale entre vraiment en scène. Durant les 3 siècles que nous étudions ici, la féodalité a donc constitué l'enjeu d'un conflit majeur entre d'une part, les acteurs qui avaient clairement tout intérêt à la défendre, la fraction la plus conservatrice de l'aristocratie seigneuriale, et d'autre part ceux qui avaient vis-à-vis d'elle une position ambiguë, les rois, mais aussi l'Église et le patriarcat urbain. Ils avaient à la fois intérêt à la garder parce qu'ils en tiraient la plus grande partie de leur richesse et à la réformer, voire même à abandonner, parce qu'elle était devenue inadaptée aux nouvelles conditions d'existence qu'ils étaient en train de mettre en place. Même s'il a fallu attendre la Révolution française pour éradiquer complètement, ou presque tous les restes de la féodalité, celle-ci a commencé à partir du XIIe siècle à perdre une partie de son efficacité et de sa légitimité, sous l'effet des nouvelles conditions d'existence que nous examinerons dans les 5 chapitres qui vont suivre. 4. La renaissance des villes et des pôles de développement. Après la chute de l'Empire romain, beaucoup de villes, assaillies par les invasions, disparurent, tandis que d'autres se replièrent à l'intérieur de leurs murs d'enceinte. Le caractère militaire de la vie urbaine fut fortement accentué. Le château rural avait beaucoup moins d'importance que la ville fortifiée, et la cité devint le centre presque exclusif de la vie militaire. Malgré cela, les commerçants affrontèrent courageusement les risques qu'ils devaient courir pour pratiquer leur métier. De nombreux indices attestent, d'un bout à l'autre de cette période, la permanence d'un commerce à longue distance d'objets précieux. Il y eut un cabotage le long des côtes, même au pire moment de la menace sarrasine, et aussi une permanence de la circulation marchande le long d'un itinéraire qui, depuis la vallée du Rhône, se dirigeait vers l'Espagne musulmane. De même, dans toutes ces villes, il y avait des juiveries prospères, actives. Un autre commerce se serait alors développé, celui du sel. Produit dans les villes proches de la mer, avec des droits sur les salines attribués par les rois à certains évêques, le sel était acheminé ensuite vers l'intérieur par l'intermédiaire des communautés israélites. Cependant, ce commerce au long cours paraît avoir été longtemps trop réduit et trop discontinu pour constituer un élément important de la vitalité urbaine. Jusqu'en 1050 au moins, la fonction marchande des villes paraît bien être restée secondaire par rapport à la fonction défensive. Le signe le plus clair de cette secondarité fut qu'aucune ville nouvelle ne fut créée, et que quelques cités disparurent temporairement ou définitivement. Ce n'est qu'au cours du XIe siècle que les villes ont véritablement commencé à renaître, même si elles ont mis des siècles à redevenir ce qu'elles avaient été pendant l'époque romaine. Il faut dire que l'installation des structures de la féodalité, au Xe siècle, a d'abord constitué un véritable obstacle aux échanges commerciaux. Elle aurait interrompu les relations entre ville et campagne parce que se seraient multipliés les péages qui auraient fait obstacle à la circulation. Pour aller d'une ville à l'autre, il fallait traverser les domaines seigneuriaux et payer. En revanche, plus tard, à partir du XIe siècle, les domaines ruraux se sont mis à produire des surplus qui étaient revendus en ville. Celles-ci ont commencé à obtenir des seigneurs, des comtes, des ducs, de rois, des chartes de franchise, réduisant les coûts de la circulation des marchandises et des personnes. Tout cela a stimulé les marchés urbains. En outre, la concentration dans les villes de chevaliers fiefés à la campagne a déterminé plus que jamais la convergence vers les villes des surplus de la production agricole.
On vit alors s'y développer l'artisanat, le commerce et la monnaie. Ce temps a vu la renaissance de la ville, le vrai démarrage d'une économie monétaire, l'artisanat pré-industriel, la construction à large échelle. Certains savoir-faire sont aussi à l'origine de cette expansion des villes. Le progrès dans la précision des mesures, la notion d'heures égales et la fabrication d'horloges. Ce serait la clientèle du monde musulman qui aurait suscité dans l'Occident barbare une production accrue de matières premières à exporter vers Cordoue, Kairouan, Fousta, Le Caire, Damas, Bagdad, bois, fer, les épées franques, étain et cette marchandise humaine, les esclaves. Les villes devinrent ainsi des pôles d'échanges commerciaux, et le commerce se développa aussi avec les régions scandinaves, slaves et avec l'Italie. C'est ainsi que des régions entières, autour de certaines villes, devinrent des pôles de développement. Signalons cependant que 10 à 15% des artisans travaillaient dans les villages pour les besoins de la population rurale. Voyons d'abord ce qui se passait au nord. Dès le IXe siècle, l'Angleterre connut une activité comparable à celle dont la Méditerranée était le centre. Ce fut alors un pays animé jusque dans ses profondeurs par l'usage de la monnaie et la pratique des échanges commerciaux. Un pays dont les souverains avaient le souci d'assurer la sauvegarde des commerçants. Ils avaient passé un accord avec les Vikings pour qu'ils ne les attaquent pas dans la Manche. De même, mais sur un rythme beaucoup moins vif, la Germanie, qui avait recueilli le principal de l'héritage politique et culturel carolingien, commença à organiser le commerce entre les villes du Nord, ce qui allait déboucher, 2 siècles plus tard, sur la formation de la Ligue hanséatique. Des places de commerce furent donc instituées, non point d'abord pour servir au commerce local, mais pour canaliser le trafic au long cours. Comme en Angleterre, ces régions s'urbanisèrent. De son côté, la Flandre et les pays de la Meuse commencèrent à bénéficier des échanges entre l'Angleterre et la Germanie, ce qui allait stimuler le développement qu'ils connurent par la suite. Il y avait des foires annuelles dans les villes. La superficie de Tournai tripla pendant cette période. La population urbaine prit suffisamment de puissance pour tenir tête aux maîtres du pouvoir. Entre 951 et 971, les habitants de Liège se rebellèrent contre la puissance épiscopale. Il faut peut-être placer en Normandie, le lieu le plus intensément vivifié par le dynamisme que les incursions des Vikings avaient suscité. Là, les envahisseurs se substituèrent à l'aristocratie locale à la tête des seigneuries, et grâce au butin qu'ils avaient accumulé par leur pillage, stimulèrent l'activité économique dans les campagnes et dans les villes. Le marché de Rouen fut un point privilégié pour écouler le butin, vendre les esclaves et acheter des denrées, notamment du vin, que les barques descendaient sur la Seine. Il n'est peut-être pas en Europe une seule province où les métaux précieux circulent en plus grande abondance que dans les pays de Basse-Seine. Ainsi se forma, dans l'entourage des ducs et des grands seigneurs de l'Église, une aristocratie d'argent très intéressée au négoce. La prospérité normande revigora les pays d'alentour, et son influx le plus vigoureux remonta la Seine. Cet influx bénéficia aussi à la Picardie, située entre les 2 pôles de développement que constituaient la Normandie et les pays flamands. Les entreprises textiles se développaient, et les paysans vendaient leurs excédents de laine aux négociants. Ce mouvement de renaissance urbaine et économique situé au nord-ouest, Flandre, Pays-Bas, sud de l'Angleterre, était en relation régulière avec un autre pôle de développement situé au sud-est, Italie du Nord, Gaule du Sud. Cette dernière région entretenait des échanges commerciaux avec les Arabes et les Byzantins, avec lesquels elle avait aussi de fortes tensions. Il semble que tant ces échanges que ces tensions lui furent profitables. Les pays d'où venaient les attaques étaient évolués, vigoureux, prospères, et certains de ceux qui subirent leurs attaques surent en tirer profit. Ce fut le cas du sud de la Gaule, de la Provence ou de certaines villes comme Marseille ou Narbonne. Mais aussi de la Catalogne, située elle aussi sur une ligne de tension militaire entre les chrétiens et les musulmans. Ce fut ici la proximité d'un front de guerre qui soutint vigoureusement tous les mouvements de croissance. Il en alla de même de plusieurs villes italiennes, Venise, Pavie, Pise, Lucques, Milan, Florence, Gênes, Sienne, Amalfi, contraintes de se défendre contre les Arabes, les Byzantins et les Normands qui menaçaient toutes les côtes italiennes jusqu'en Sicile. L'apparition et le renforcement de ces pôles de développement semblent s'expliquer par certaines conditions bien spécifiques. Il faut placer en son centre l'élan démographique,
qui aurait commencé au 7e siècle et dans la première moitié du 8e. Cet élan aurait donné l'impulsion primordiale à tous les progrès futurs. Il serait dû lui-même, non seulement à la fécondité naturelle, mais aussi aux importations d'esclaves et plus encore, à l'installation des envahisseurs venus du nord et de l'est. En outre, ces envahisseurs, une fois sédentarisés, firent profiter les populations locales de leur sang neuf, leur dynamisme, des butins et des technologies nouvelles qu'ils apportèrent. On peut penser que cette première étape, avant l'an 1000 de la Renaissance économique, fut d'abord le résultat de l'économie de guerre et de prédation, qui sévissait alors. Dans ce cadre, en effet, le souci de l'aristocratie guerrière était de perfectionner son équipement militaire. L'armement paraît bien avoir été, dans les sociétés les plus sauvages de l'Occident, le plus rentable des investissements productifs. Les activités rentables étaient donc plutôt le travail du fer et la fabrication d'armes, l'élevage de chevaux, la construction de navires. Bien longtemps avant le début du 7e siècle, dans un monde où les agriculteurs attaquaient encore la terre avec des outils de bois dérisoires, les forgerons de Germanie, entourés de la vénération de tous, fabriquaient par des opérations à demi magiques ces chefs-d'œuvre d'habileté, les longues épées brillantes, qui vinrent à bout des légions romaines. Art sacré, la métallurgie fut d'abord un art militaire. Les progrès qu'elle réalisa au service des guerriers n'ont cessé de devancer ses applications au service de la paix, et c'est pour cette raison que les tendances agressives, que recelaient les sociétés primitives de l'Europe barbare, peuvent être tenues pour l'un des plus puissants ressorts du développement, au départ de la croissance économique de l'Europe. Il faut dire aussi que les Carolingiens, en restructurant le pouvoir de l'État, en favorisant ainsi l'expansion de l'usage de la monnaie, le denier, donc des échanges commerciaux, ont marqué une phase décisive dans l'histoire économique de l'Europe. Un mouvement de grandes conséquences se mit alors en marche. Tel fut, malgré la misère et la violence qui l'ont accompagné, le riche héritage dont bénéficièrent les acteurs du pays des Francs au cours des 3 premiers siècles de second millénaire. Ils héritèrent des 4 faits majeurs que nous venons de rappeler. Les tentatives de reconstruire un nouvel empire comme celui qu'avaient créé les Romains, certains effets bénéfiques des invasions étrangères, le renforcement des liens de vassalité de la féodalité seigneuriale, la renaissance des villes et de plusieurs pôles de développement économique. Dès lors, au début du XIe siècle, quand commence la période qui nous intéresse, 4 grands acteurs gestionnaires étaient en présence et se disputaient l'exercice de la domination sociale sous ses différentes formes, la puissance, l'hégémonie, le pouvoir, l'influence et l'autorité. Le premier était l'aristocratie terrienne, héritée des Romains. Ces propriétaires fonciers étaient soucieux d'autonomie, de libertas, sur leurs terres. Ils avaient volontiers recours à la violence pour défendre leurs intérêts et se faisaient souvent la guerre entre eux pour étendre leurs possessions. Ils toléraient difficilement qu'un roi ou un empereur leur impose des obligations, obéir à des lois, payer des impôts, participer à des campagnes militaires, mais il fallait bien qu'ils y soumettent pour assurer leur propre sécurité. Le second était le patriarcat commerçant et financier, qui recommençait à se développer dans les villes renaissantes, surtout à partir du XIe siècle, et entretenait avec l'aristocratie des relations complexes, faites de complicité, mais aussi de conflits, de compétition et souvent de contradictions. Le troisième était la royauté, qui avait une grande cause à défendre. Pour ne pas être envahi par ses voisins, chaque roi devait conquérir des espaces territoriaux et protéger ses conquêtes, et pour cela, il devait restaurer un pouvoir central fort, s'étendant sur le plus grand espace possible, donc reprendre les pouvoirs régaliens des mains de la noblesse. Le quatrième était le haut clergé de l'Église qui avait affaire aux 3 acteurs précédents, et qui lui aussi avait une grande cause à défendre. Diffuser le message de Jésus-Christ et réussir à imposer son pouvoir spirituel et temporel aux autres acteurs, même si, pour parvenir à ses fins, il a dû mener contre eux d'innombrables conflits et accepter de nombreux compromis qui souvent l'éloignèrent beaucoup de la cause qu'il prétendait servir. Entre ces 4 acteurs gestionnaires, les acteurs populaires, les serfs, les artisans, les sujets du roi, le troupeau des plus ou moins fidèles, étaient le plus souvent réduits à la soumission, à la misère et au silence. Ils n'étaient écoutés que quand ils se révoltaient ou quand les gestionnaires avaient besoin d'eux pour servir leurs propres intérêts. Dans les prochains chapitres, nous allons voir maintenant comment les 11 premiers rois capétiens sont parvenus à restaurer une monarchie forte, prélude à la monarchie absolue.
Comment s'y sont-ils pris pour passer de la féodalité seigneuriale, qui caractérisait la Francie occidentale des Xe et XIe siècles, à la féodalité monarchique qui a commencé à s'installer dans le royaume de France, encore difficilement au XIe et plus fermement à partir des XIIe et XIIIe siècles? Pour inscrire cette recherche dans le cadre théorique présenté ci-dessus en introduction, j'ai classé les informations recueillies selon les 5 problèmes vitaux de la vie collective, donc selon les 5 champs relationnels et leurs enjeux. Nous allons donc voir comment, face aux seigneurs féodaux qui le plus souvent, mais pas toujours et pas tous, leur résistaient, les rois sont parvenus avec l'aide des villes et de l'Église mais aussi parfois malgré elles, à imposer leur puissance dans leur gestion des richesses matérielles, chapitre 1, leur hégémonie dans leur gestion des échanges avec les collectivités voisines, chapitre 2, leur pouvoir dans leur gestion de l'ordre politique interne, chapitre 3, leur influence dans leur gestion du contrat social, donc de la coexistence pacifique entre des intérêts divergents, chapitre 4, et leur autorité dans leur gestion de la socialisation de leurs sujets et de leur intégration sociale, chapitre 5. Chapitre 1, le champ de la puissance. Je rappelle que la puissance est la capacité de la classes gestionnaires d'une collectivité, étant donné le niveau de développement de la technologie et les ressources disponibles, de faire produire par la classes productrices assez de biens et de services pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la population d'une collectivité humaine. Le maintien d'un équilibre durable entre les termes de l'équation population-technologie-ressources est en effet la première condition de la survie d'une collectivité. La question posée ici est: comment étaient produites les richesses matérielles de la France sous les premiers rois capétiens, et en quoi cette manière de les produire a-t-elle contribué au renforcement de la royauté? Il est conditions d'existence héritées au XIe siècle. La société du temps de Charlemagne se composait d'hommes libres, idéalement des guerriers paysans, petits propriétaires d'esclaves et d'une noblesse peu nombreuse et très puissante. Vers 1100 au contraire, l'esclavage a pratiquement disparu, mais la liberté paysanne aussi. La grande majorité des paysans sont des serfs travaillant la terre d'un maître, auquel les attache un ensemble de liens et de prestations statutaires. Ces maîtres du sol constituent une aristocratie désormais nombreuse et vouée à la guerre. Elle a sa propre hiérarchie interne formalisée par les relations de seigneur à vassal, et sa propre idéologie, la chevalerie. Les châteaux qui dominent le moindre village sont à la fois les résidences et les symboles de l'autorité de cette aristocratie. 1. Une croissance de la population. Charlemagne avait restauré un État centralisé et bien administré. L'usage de l'écriture fut rétabli dans l'administration, et les recensements des domaines et des habitants, réalisés sous le contrôle de l'État, confirment l'hypothèse qu'il y a bien eu une hausse de la population favorisée notamment par le regain de sécurité. Pour la période qui nous intéresse ici, nous manquons de données. Aucun texte ne nous donne en fait d'informations spécifiques sur la démographie avant le XIIIe siècle, et on ne peut guère risquer d'évaluation globale avant le premier document fiscal de grande portée, le célèbre État des Feux de 1328 qui recense les familles de la plus grande partie du royaume. Des historiens cependant ont pris le risque d'évaluer cette croissance démographique, qui était en cours semble-t-il depuis les 4 derniers siècles. Selon J. Bachet, entre le XIe et le début du XIVe siècle, la population de l'Angleterre serait passée de 1,5 à 3,7 millions d'habitants, le domaine germanique de 4 à 10,5 millions, l'Italie de 5 à 10 millions, la France de 6 à 15 millions, confirmant le poids déjà dominant de la Gaule à la fin de l'Antiquité. Entre 1050 et 1250, la population de l'Europe occidentale double et même triple dans certaines régions. Il s'agit clairement d'un fait majeur dans l'histoire occidentale. Ce résultat est atteint par la conjonction d'une hausse de la fécondité, qui s'élève de 4 enfants par couple à 5 ou 6, et d'une régression des causes de mortalité. Selon J.C. Russell, la population de l'Europe occidentale passa de 14,7 millions vers 600 à 22,6 vers 950 et à 54,4 avant la Grande Peste de 1348. Selon M. K. Bennett, pour l'ensemble de l'Europe, l'accroissement irait de 27 millions vers 700 à 42 vers l'an 1000 et 73 vers 1300. L'essor démographique et économique, permis par un réchauffement du climat,
est déjà bien lancé dans les campagnes françaises à la fin du Xe siècle. Dans le Midi, il commence à atteindre des résultats notables. Dans le Nord, il reste plus récent, plus hésitant sans doute, mais malgré tout déjà présent. Le pays sur lequel va régner Hugues Capet est en plein développement, même si les résultats, à commencer par la disparition des famines, vont surtout se remarquer sous ses successeurs. L'impression d'essor est indéniable aussi dans le domaine du commerce. Ici, c'est le Nord qui l'emporte et le Sud qui est à la traîne. Dans la plupart des régions, cette population s'est regroupée dans des villages, même si ceux-ci n'apparaissent vraiment qu'au Xe ou au XIe siècle en tant qu'agglomération dense et structurée. Ce regroupement semble s'expliquer par plusieurs facteurs: l'insécurité et le besoin de protection, fortifications, châteaux. La création par l'Église d'un réseau de paroisses, et plus tard, la formation de communautés rurales dotées d'une certaine personnalité juridique, exerçant collectivement des droits d'usage. 2. Les débuts d'une mentalité technicienne. Les techniques sont à cette époque si peu développées que l'essentiel de la vie économique se réduit à une lutte, celle que l'homme, pour survivre, doit mener quotidiennement contre les forces de la nature. La puissance de la nature le domine. De plus, les outils disponibles provenaient surtout d'eux extérieurs. Presque toutes les machines en usage alors avaient été décrites par les savants de l'époque hellénistique. Les 5 chaînes cinématiques, vis, roues, cames, cliquets et poulies, étaient connues dans l'Antiquité. La dernière de ces chaînes, la manivelle, semble une invention médiévale. Certaines techniques, comme le moulin à eau, la charrue ou l'attelage, dataient de l'Antiquité et n'avaient pas été diffusées avant cette date. De même, le moulin à vent venu de Chine par la Perse, apporté en Espagne par les Arabes, n'apparaît dans la chrétienté qu'à la fin du XIIe siècle. Pendant longtemps, le Moyen-Âge n'a pas composé de traités techniques. Ces choses-là étaient indignes de l'écrit ou relevaient du secret. L'insuffisance de l'équipement régnait dans presque tous les domaines. Dès lors, les rendements n'étaient pas fameux, non seulement parce que les équipements étaient rudimentaires, mais aussi parce que les paysans avaient du mal à renouveler la fertilité des sols. Pour cela, il y avait 3 procédés: la rotation des cultures, l'apport de fertilisants et le labour. Pour la rotation, on divisait la terre en 3 parties: blé d'hiver, blé de printemps, jachère triennale. Un tiers de la terre n'était donc ensemencée qu'un an sur 3. Pour l'engrais naturel, on lâchait les bêtes sur les terres en jachère, mais les sources écrites font peu allusion à la fumure. Si on voulait étendre les espaces de pâturage, il fallait réduire les espaces de culture. Il semble qu'il y ait eu alors une extension de l'activité pastorale aux dépens de la culture céréalière, et donc une extension de la consommation de la viande. Enfin, pour le labour, le progrès décisif, la charrue à versoir, n'a commencé à se diffuser largement que durant la période étudiée ici. Beaucoup de paysans remuaient encore la terre à la houe, ou avec un soc symétrique, l'arère qui ouvrait le sol en surface mais ne le retournait pas ou peu, tiré par des bœufs, ou par des hommes quand ils n'avaient pas d'animaux de trait. Dans le domaine de l'extraction minière fer, cuivre, plomb, étain, or, argent, la faiblesse des engins de creusement, de levage et l'incapacité des techniques d'évacuation de l'eau limitent l'extraction aux gisements superficiels ou peu profonds. Les hauts fourneaux n'apparurent qu'à la fin du Moyen Âge et leur progrès décisif, l'application de la houille au travail du fer, l'emploi de la vapeur pour le pompage du sous-sol, ne datent que du XVIIe siècle. De même, les armes à poudre, le verre, le papier, ne se développeront que 2 ou 3 siècles plus tard. Les ateliers textiles sont surtout destinés à produire des tissus de luxe. Dans le transport maritime, les tonnages étaient faibles, le gouvernail d'étambot et la boussole n'ont commencé à se répandre qu'au XIIIe siècle, le cadran et l'astrolabe n'apparaîtront qu'à la Renaissance. Bref, les productions du Moyen-Âge étaient en général, techniquement de mauvaise qualité. Dans le secteur du commerce et de la finance, l'Église contraint le marchand à une certaine complication et une certaine subtilité en condamnant, sous le nom d'usure, toutes les opérations de crédit. La lettre de change et la comptabilité à partie double ne se répandent qu'à partir du XIVe siècle. Il ne faut pas cependant exagérer cette mentalité réticente aux innovations. S'il est vrai que l'homme médiéval était fortement tributaire de la nature, et largement impuissant face à elle, on a trop négligé ses progrès et ses succès. Dans l'agriculture, il y eut certaines améliorations techniques importantes.
le remplacement progressif des outils en bois par des outils en fer, l'usage du collier d'épaule, élément décisif de la traction animale, l'usage du cheval, encore qu'il ait surtout été utilisé par les guerriers, plus difficile à nourrir, avoine, mais qui faisait le travail de 2 bœufs, la charrue dissymétrique à roues et à versoirs, le moulin à eau avec ses applications et le moulin à vent, le système de la came, le métier à tisser. La brouette n'apparaît qu'à la fin du XIVe siècle. Ajoutons-y des inventions aussi pratiques que les lunettes. En outre, l'homme médiéval a acquis aussi une certaine maîtrise de l'eau. Il utilise la force de l'eau pour faire tourner ses moulins, il gagne des polders sur la mer, il maîtrise mieux la navigation en haute mer grâce à la boussole, à l'astrolabe, au gouvernail d'étambot, aux voiles latines, aux techniques de construction de navires, les tenons et les mortaises, le bordage à clin ou à franc-bord et aux cartes marines. Ainsi que la maîtrise du temps. Il établit un calendrier basé sur la semaine, le jour est divisé en 24 heures, les cloches et plus tard l'horloge mécanique lui disent l'heure. Cependant, si l'on accepte la généralisation du moulin et le seigle, qui constituent les acquisitions principales du Moyen Âge central, 2 activités seulement stimulèrent quelque peu l'innovation: la guerre et la construction. Les clercs s'intéressaient à la construction des églises et des cathédrales, ce qui favorisait l'invention de techniques de levage et de taille. L'aristocratie s'intéressait davantage à l'armement, entraînant ainsi des progrès dans la métallurgie et dans les engins de siège. Mais la métallurgie servait très peu à la production d'outils agricoles, sauf les socs de charrue et quelques outils rudimentaires, faucilles, faux, bêches et surtout les herminettes, l'outil des défrichements. Rien d'étonnant si le forgeron est dès le haut Moyen Âge, un personnage extraordinaire. Il devient, souvent à égalité avec le curé, le premier personnage du village. On note un net essor de la métallurgie à partir du milieu du Xe siècle, surtout dans les Pyrénées, dans le domaine allemand et dans le nord de la France. Le bois et la pierre, tel est le couple de matériaux de base de la technologie médiévale. Après le XIe siècle, un autre technicien s'élève à un degré supérieur, l'architecte. Ce n'est qu'à l'âge gothique que l'art de bâtir devient science et l'architecte un savant. Et plus encore quand avoir une maison de pierre deviendra un signe de richesse et de puissance. Mais il fallut du temps pour que toutes ces trouvailles se diffusent, car les gestionnaires de l'économie avaient hérité du monde antique une mentalité antitechnicienne qui freinait les innovations. Il semble qu'il y ait eu 3 raisons à cette résistance. D'abord, leur capacité même de réquisitionner sans mesure une main-d'œuvre gratuite rendait les grands propriétaires indifférents aux améliorations techniques. C'est là sans doute le défaut le plus grave de ce système, et qui fait soupçonner le grand domaine d'avoir de cette façon freiné sensiblement la tendance à la croissance. Quand une classe gestionnaire dispose ainsi d'une force de travail abondante et bon marché, des esclaves, des serfs qu'en plus elle croit naturellement inférieure, elle peut se permettre de l'exploiter à merci et n'a pas de raison de lui faciliter la tâche. Ensuite, les 4 acteurs gestionnaires du régime féodal chrétien avaient tout intérêt et avaient la possibilité d'importer de Byzance et du monde musulman les produits de luxe, étoffes précieuses, épices qu'ils consommaient. Ce n'était donc pas la peine de les faire produire chez eux. Enfin, l'Église désapprouvait toute nouveauté. L'innovation est un péché. C'est le cas du progrès technique, comme du progrès intellectuel. Les inventions sont immorales. On peut donc dire avec Gilles Le Goff que ce sont les structures sociales qui sont largement responsables de cette situation. La faiblesse des machines médiévales relève surtout d'un état technologique général lié à une structure économique et sociale. 3. Une économie encore trop repliée sur elle-même. La nature était à cette époque surtout envahie par la forêt, trouée d'innombrables clairières. Les sols étaient de qualité variable, certains plus lourds à travailler, d'autres plus légers. Les variations climatiques étaient importantes également, trop d'eau ou pas assez, trop froid, trop chaud. Dans ces conditions, avec une population qui croissait et une technologie qui stagnait, les collectivités ne pouvaient que se replier sur elles-mêmes, produire des biens de subsistance et vivre autant que possible en autarcie. N'ayant pas de surplus à exporter, avec quoi paieraient-elles leurs importations ? Or, les gens de Moyen Âge disposaient de très peu de produits d'exportation, sauf le bois, acheté par les Arabes, qui achetaient aussi les épées. Les rendements de l'agriculture n'étaient pas assez élevés pour dégager des surplus qui, de toute façon, n'auraient pas été exportables. Faisant de nécessité vertu,
La mentalité médiévale valorisait donc l'autarcie. Avoir recours à l'extérieur, ne pas produire tout ce dont on a besoin, n'est pas seulement une faiblesse, c'est un déshonneur. L'économie de cette époque était avant tout fondée sur des grands domaines, de plusieurs centaines et parfois de plusieurs milliers d'hectares. Ces domaines comportaient des terres cultivées et des prés, mais aussi de grandes étendues incultes, des bois, des friches, parfois des marais, des rocailles, ainsi qu'un ou plusieurs moulins, des fours, une chapelle, future église du village. Sur ce territoire vivait la famille du maître propriétaire et un plus ou moins grand nombre de familles paysannes établies sur des parcelles, beaucoup plus petites, et de superficie très inégales. Certaines de ces parcelles étaient tenues par des tenanciers libres, appelés aussi cenciers ou manants, ou encore vilains, et d'autres par des serfs attachés à la glèbe, et bien sûr certains exploitants étaient plus riches que d'autres. Toutes ces familles payaient des charges aux propriétaires des terres, en nature, en argent quand elles en avaient et ou en journée de travail, que les unes supportaient plus facilement, tandis que d'autres ne pouvaient y faire face qu'en vivant dans la misère et souvent dans la faim. Le maître et les tenanciers les plus riches avaient une domesticité plus ou moins nombreuse. Dans les périodes de récolte, le maître engageait aussi des travailleurs saisonniers mercenaires qui circulaient souvent d'un domaine à l'autre. Les femmes de la maison devaient travailler dans les ateliers de la cour, ou bien confectionner à domicile des pièces de tissu. Quant aux hommes, ils étaient astreints à se présenter 3 jours par semaine le matin au centre seigneurial et à exécuter tous les ordres. Dès lors, le niveau de vie de la grande majorité des gens restait misérable par rapport à celui d'autres régions du monde. Le monde byzantin, le monde musulman, la Chine l'emporte par l'éclat de l'économie monétaire, de la civilisation urbaine, de la production de luxe. Cependant, même en autarcie et avec des moyens techniques très limités, les collectivités rurales du Moyen Âge parvenaient non seulement à survivre, mais parfois à améliorer quelque peu leurs conditions de vie. Elles pouvaient notamment exploiter les forêts, dont elles ne manquaient certes pas. Celles-ci étaient pleines de ressources. Les troupeaux y paissaient, les porcs s'y engraissaient. On y trouvait le bois de chauffage, le charbon de bois, les fruits sauvages, les animaux braconnés, l'écorce des chênes pour la tannerie, les résineux pour les torches et les cierges, le miel, les cendres pour la blanchisserie et la teinture. Les villages s'étendirent et augmentèrent les superficies cultivables. Tout progrès ici est défrichement, lutte et victoire sur les broussailles, les arbustes ou s'il le faut et si l'équipement technique et le courage le permettent, sur les futaies, la forêt vierge. Les déboisements et l'extension des surfaces cultivées, généralement dénommées essarts, c'est-à-dire clairières, sont le premier moyen de cet essor agricole. 3 siècles après, le rapport quantitatif entre les zones incultes ou boisées, le saltus, et le territoire humanisé, l'âgé, s'est à peu près inversé. Du même coup, le réseau des villages s'est partout mis en place. Il va subsister pour l'essentiel jusqu'au XIXe siècle. S'il y a bien eu une croissance économique pendant la période qui nous occupe, cette croissance est le résultat d'une croissance démographique et du défrichement qu'elle a exigé. Une collectivité autarcique n'a pas besoin de se doter d'une politique économique élaborée. Celle-ci ne devient vraiment nécessaire que quand se développent les échanges internes ou externes et que la monnaie intervient. C'est pourquoi à l'époque dont nous parlons, tout calcul économique qui irait au-delà de la prévision du nécessaire est sévèrement condamné. La méfiance envers le calcul continue longtemps à régner, et l'on sait qu'il faut attendre le XIVe siècle pour voir apparaître une véritable attention au quantitatif compté. Cette indifférence et même cette hostilité à la croissance économique reflètent de fortes résistances au développement d'un esprit de profit de type précapitaliste. Le Moyen Âge, comme l'Antiquité, connut longtemps comme principale, sinon seule forme de prêt, le prêt à la consommation, le prêt à la production restant presque inexistant. L'intérêt pris sur le prêt de consommation était interdit entre chrétiens et constituait de l'usure pure et simple, condamnée par l'Église. Les scolastiques, tels saint Thomas d'Aquin, étaient peu compréhensifs à l'égard des milieux marchands. Dans ces conditions, l'accumulation était impossible. La faiblesse des techniques de production renforcée par les habitudes mentales condamnait l'économie médiévale à la stagnation. En outre, la masse paysanne était réduite au minimum vital par les prélèvements effectués sur les produits de son travail, par les seigneurs sous forme de rente féodale, et par l'Église sous forme de dîmes et d'aumônes. Quant à l'aristocratie, elle était invitée à dilapider ses surplus en donations et aumônes, au nom de l'idéal chrétien de la charité et de l'idéal chevaleresque de la largesse.
Largesse et pauvreté, solidaires l'une de l'autre, paralysaient l'économie médiévale. Quand il y avait accumulation, c'était thésaurisation. La classe seigneuriale consomme en dépenses improductives. Et quand les seigneurs semblent favoriser le progrès économique, c'est en quelque sorte malgré eux. Quand ils ont intérêt à construire des moulins, des pressoirs, des fours banaux, des routes ou des ponts, ou quand ils établissent des marchés ou des foires sur leurs terres. 4. Le mode de production féodal classique. Lorsque la féodalité fut mise en place, à la fin du Haut Moyen Âge, entre le IXe et le XIe siècle, les aristocrates grands propriétaires avaient instauré un mode de production qu'on peut appeler « féodal classique », parce qu'il correspond exactement à l'idée que les grands historiens du XIXe et de la première moitié du XXe siècle se faisaient du Moyen Âge et qu'ils nous ont transmises. Ce mode de production reposait sur deux grandes institutions. La vassalité, qui assurait la cohésion de la classe gestionnaire, et le servage, qui assurait l'exploitation du travail de la classe productrice. A. La classe gestionnaire, la vassalité. La féodalité, c'était d'abord l'ensemble des liens personnels qui unissaient entre eux, dans une hiérarchie, les membres de la classe dominante féodale. Ces liens s'appuyaient sur une base réelle. Le bénéfice, le fief que le seigneur octroie à son vassal en échange d'un certain nombre de services et d'un serment de fidélité. La féodalité au sens strict, c'est l'hommage et le fief. Bien sûr, le lien vassalique ne concernait directement que peu de personnes puisqu'il ne s'appliquait qu'à la noblesse, sans doute 1 à 2% de la population, bien que celle-ci était alors la principale classe gestionnaire de la richesse économique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.